Il y a 25 ans, d'innombrables créatures gigantesques sont soudainement apparues à travers le monde avec des formes massives qui détruisaient tout sur leur passage et les gens les appelaient des dragons. Peu de temps après, l'humanité a commencé à voir des enfants naître avec le pouvoir des dragons et ils ont été appelés dés. Il y a 3 ans, un événement terrifiant s'est produit. Un énorme dragon s'avança vers Mitsuki et la jeune fille utilisa ses pouvoirs de dragon pour le combattre, mais elle échoua. À ce moment-là, son frère aîné Yu est apparu, lui a dit quelque chose, puis s'est avancé pour affronter le dragon déformé. Une puissance énorme jaillit de lui et Mitsuki, debout derrière, regardait son frère les larmes aux yeux. Le flashback est terminé. Yu ouvrit les yeux et il se trouvait maintenant dans un endroit étrange, du sable blanc et une verdure luxuriante, avec le bruit des vagues de l'océan au loin, sur une grande île. Ici, il a rencontré de manière inattendue Iris se baignant dans la mer et a accidentellement vu son corps complètement nu. Iris a pris Yu pour un pervers et a crié, invoquant son pouvoir pour l'attaquer. Cependant, malheureusement, elle n'était pas douée pour utiliser ses pouvoirs et a donc fini par se blesser. Les vagues éclaboussèrent haut, la jetant sur le rivage. Alors qu'Iris était inconsciente, Yu a accidentellement vu l'emblème du dragon sur son corps. En tant que véritable soldat, Yu ôta son manteau militaire et la couvrit, l'aidant à cacher son corps. À son réveil, la jeune fille pensait toujours que Yu était un pervers, car sur l'île de Midgar, il n'y avait jamais eu de garçon. Pour prouver son innocence, Yu a présenté sa carte d'identité militaire, en service actif de Nifel, et s'est présenté. Iris était surprise qu'il ait le même âge qu'elle. Ayant tous deux 16 ans, Yu était très poli, détournant le visage pour attendre qu'Iris enfile des vêtements, mais au lieu de s'habiller seul, Iris se présenta en portant le manteau de Yu. Lorsqu'il a voulu reprendre son manteau, elle a commencé à le soupçonner d'être un pervers, le reprenant juste pour sentir l'odeur de son corps, et ainsi, elle l'a grondé bruyamment. À ce moment-là, une fille partageant le nom de famille Mononobe avec Yudu est apparue, le saluant après 3 ans de séparation, au grand choc et à l'étonnement d'Iris. Ils sont ensuite retournés ensemble à l'école tous les 3. Mitsuki lui donna un uniforme scolaire et lui expliqua que puisqu'il était sur l'île, Yu devait s'inscrire dans leur académie. Midgar a toujours été une école réservée aux filles et il en était le tout premier élève de sexe masculin. Avant d'entrer dans la classe, Yu fut appelé en privé par Haruka, le professeur principal de la classe Brunhilde. Elle se présenta comme étant d'un colonel, celui en charge du commandement de Midgar. Elle a commencé à tester ce qu'il savait. Grâce à une série de questions et réponses entre les deux, certains secrets ont été progressivement révélés. L'île de Midgar était autrefois un camp de prisonniers pour Di que Nifal avait capturé. Mais lorsque la société a accepté le Di, celui-ci a été transformé en une académie sous l'autorité d'Asugar. L'objectif actuel de Midgar était d'utiliser le pouvoir du dé au profit de la société, par exemple en matérialisant des pouvoirs obscurs en ressources rares et en les utilisant pour combattre des dragons. Après avoir terminé sa conversation avec Haruka, Yu a été dirigé par Mitsuki, sa sœur cadette et le président du conseil étudiant de Midgar pour être présenté à toute l'école. Les étudiants étaient extrêmement curieux à propos de Yu, surpris qu'il soit un garçon et aussi un dé. Mitsuki a rappelé à chacun de ne pas faire de discrimination selon le sexe, mais de prendre soin et de se protéger les uns les autres. Bien sûr, s'il causait des problèmes, même en tant que frère du président du conseil étudiant, il serait quand même sévèrement puni. Après l'introduction, Mitsuki lui a dit que puisque Yu avait été affecté à sa classe, il suivrait une formation en communication avec les dragons et qu'il devrait être prudent et ne pas commettre d'erreurs. En entrant dans la classe, Haruka a de nouveau présenté Yu à tout le monde. Mais Lisa n'aimait pas Yu, refusant d'accepter l'admission d'un garçon et accusant Mitsuki d'abuser de son autorité pour amener son frère à l'école. Cependant, Mitsuki a déclaré que c'était une décision prise après des procédures appropriées et une enquête officielle. Yu leva également la main pour prouver qu'il portait l'emblème du dragon, montrant ainsi qu'il était vraiment un dé. Lisa lui a alors demandé de démontrer son pouvoir sur place et ses camarades de classe ont accepté. Yu n'a pas hésité à montrer sa force. La matière noire était une substance qui pouvait être transformée en de nombreux objets et phénomènes et tous pouvaient la contrôler. Yu a transformé la matière noire dans sa main en une arme capable de tirer de vraies balles. Ariella ne comprenait pas pourquoi il utiliserait son pouvoir pour créer quelque chose d'aussi inutile. Et Haruka a expliqué qu'à Midgirs, l'ennemi n'était pas humain, donc utiliser des armes à feu serait inefficace.
Avant de commencer la leçon, Haruka a demandé à Lisa de lister toutes les espèces de dragons qui avaient été confirmées jusqu'à présent, transmettant également ses connaissances à Yu. Lisa a connecté son téléphone à l'écran du tableau et a commencé à répondre. Les dragons apparus comprenaient le dragon noir Bratola, le dragon blanc Léviathan, le dragon rouge Basilisque, le dragon bleu Hécatonchiras, le dragon d'or Fresberg, le dragon vert Yggdrasil et le dragon violette Kraken. Leur prochaine cible était le basilic dragon rouge, dont la carapace était aussi dure que du diamant, rendant ainsi l'arme de Yui complètement inutile. Lisa méprisait les capacités de Yui, mais Mitsuki ignorait son hostilité, tandis qu'Iris prenait directement la parole pour le défendre, disant que Yui était désormais l'un de leurs camarades et qu'elle n'était pas dérangée par l'incident embarrassant de ce matin-là. Cependant, l'honnêteté brutale d'Iris n'a fait que faire croire à tout le monde que Yui était une personne méprisable, une tâche qui ne pouvait pas être lavé, même s'il sautait dans le fleuve jaune. La scène s'est déplacée vers la salle d'entraînement. Yu se demanda pourquoi il avait été construit sous terre et Iris expliqua qu'une matérialisation ratée pourrait provoquer des explosions mortelles. Il a donc été construit sous terre pour éviter les accidents de détonation matérielle. Mais ce qui préoccupait le plus Yu, c'était Iris elle-même à cause de l'explosion sous la mer plus tôt dans la matinée, et il découvrit également qu'elle n'avait jamais réussi à matérialiser la matière. Comme c'était sa première fois en cours pratique, Yu était assis dans la salle d'observation. La salle d'entraînement a commencé à changer et Haruka a révisé les leçons pour les autres tout en enseignant à Yu. En transformant la matière noire en air, ils pourraient voler dans le ciel. Pour faciliter leur pratique, Mitsuki a matérialisé la matière noire en diamant, en forme de basilic dragon rouge. Lisa a déclaré avec audace qu'elle montrerait à Yu la différence entre leurs capacités. Elle invoqua une lance d'énergie, mais ce n'était pas une vraie lance. Haruka a expliqué que en modifiant sa forme, sa surface était matérialisée, mais qu'elle était toujours constituée à 99% de matière noire. La lance dans la main de Lisa a déclenché une puissante explosion d'énergie, brisant instantanément le diamant. Le suivant à démontrer fut Firle, qui invoqua un livre magique et attaqua le dragon rouge diamant basilisque avec une puissante balle à air comprimée. Haruka a noté que les Fils n'imaginaient pas de vraies balles lors de la matérialisation. Ce qu'ils imaginaient était magique. Miyazawa a invoqué un énorme marteau et a brisé le corps en diamant de la bête, envoyant des éclats voler partout. Lisa a invoqué le vent pour rassembler les fragments. Oriella a invoqué un bouclier géant pour les bloquer. Tandis que Mitsuki invoquait un arc qui tirait une flèche énergétique super puissante, détruisant complètement le dragon rouge diamant basilisque. C'est ainsi que les filles s'entraînaient pour combattre les dragons. Haruka a expliqué que les dragons apparaissaient à plusieurs endroits à la fois parce qu'ils recherchaient des dés compatibles avec eux. Chaque dé portait une marque sur son corps, et lorsqu'il rencontrait un dragon avec une compatibilité correspondante, la marque se transformait et le dé se transformait en un dragon similaire. Cette vérité avait été confirmée lorsqu'ils avaient tué le Kraken violette, puisqu'ils avaient été contraints d'abattre un camarade transformé en dragon. Par la suite, l'objectif fondamental de Midgar a été modifié. L'endroit servait désormais de forteresse pour protéger Dee, qui était pris pour cible, et pour retenir les dragons au port. La dernière à s'entraîner était Iris. Elle invoqua un bâton magique plutôt mignon, marmonnant qu'elle voulait lancer un météore, mais cela échoua. La matière noire est tombée et a explosé bruyamment. Voyant cela, Lisa a invoqué Wind pour attraper Iris et l'aider à atterrir en toute sécurité. Même si elle a échoué, elle avait toujours l'esprit de ne pas abandonner. Une fois le cours terminé, Yu a parlé avec Iris. Au lieu de l'encourager, il a carrément conclu que peu importe tous les efforts d'Iris, elle échouerait toujours parce qu'elle répétait la même erreur au lieu de la corriger. Et des gens comme ça finiraient par mourir prématurément. Sous le brillant coucher de soleil, Yu devint curieuse de savoir pourquoi elle essayait si fort. Iris lui a raconté qu'il y a un an, lors d'un voyage en bateau avec sa famille, elle était la seule survivante après avoir été attaquée par le Léviathan blanc. Elle n'a pas essayé pour se venger, mais parce qu'elle voulait se battre pour protéger les autres. La nuit, les deux sont retournés au dortoir. Iris se sentait troublée parce que Yu la traitait mieux que les autres, et elle voulait le connaître davantage et voulait aussi comprendre ses sentiments. Cependant, Yu ne la voyait que comme une sœur cadette parce qu'elle ressemblait à Mitsuki à bien des égards. Mais Iris n'était pas du genre à abandonner facilement. Elle voulait se rapprocher de Yu. Juste au moment où elle était sur le point d'avouer ses sentiments, l'alarme sonna soudainement, annonçant une alerte de niveau C, dragon blanc.
Yu se demanda si le niveau C était dangereux, puis vit Iris se tenir le ventre, cachant la marque qui commençait à se transformer. Dans la salle de commandement, Haruka se tenait devant l'écran d'alarme qui affichait que dans moins de 48 heures, le Léviathan blanc arriverait à Midgar. À ce moment, Yu retourna dans sa chambre, voyant soudain son ordinateur afficher un appel entrant du Major Loki. Il avait eu l'intention de contacter Yu plus tôt, mais la sécurité de Midgar était forte, donc cela lui avait pris un certain temps. Loki révéla à Yu un moyen d'exterminer les dragons qui consistait à éliminer Dee qui montrait des signes de transformation. Et l'organisation Nifl avait besoin de Yu pour travailler dans l'ombre en leur nom. Yu n'était pas d'accord avec une méthode aussi cruelle. Loki a subtilement menacé que si Yu ne coopérait pas, il devrait recourir à d'autres mesures. À ce stade, il ne restait que 46 heures avant l'arrivée du dragon blanc. Le lendemain matin, Mitsuki rassembla tout le monde dans l'auditorium pour annoncer l'apparition imminente du dragon blanc. C'était la deuxième fois qu'il apparaissait. La dernière fois, après son émergence, il a provoqué un naufrage qui a fait de nombreuses victimes. Et maintenant, dans environ 33 heures, il atteindrait Midgar. Son changement de cap anormal ressemblait à l'époque où le Kraken violet est apparu. Mitsuki a demandé à tout le monde que s'ils voyaient leur emblème changer, ils devaient le signaler immédiatement. Même si quelqu'un n'était celui qui attirait le Léviathan blanc, il se battrait toujours pour protéger cette fille. Yu, assise en bas, se souvint soudain de la scène de la nuit dernière, voyant Iris se serrer le ventre comme pour cacher quelque chose, et aujourd'hui, elle n'était pas venue dans la salle de réunion. Yu est devenu anxieux et a demandé à tout le monde où était Iris, mais personne ne savait où elle se trouvait. Après avoir cherché partout, Yu a découvert Iris debout sur le toit de l'école, apparemment avec des intentions imprudentes. Cependant, Iris voulait seulement se calmer. Yu a demandé à voir son emblème pour confirmer ses soupçons. Iris a soulevé ses vêtements pour lui montrer la marque et a admis qu'elle avait envisagé de faire du parachutisme sans parachute, mais elle avait peur de la mort. Comprenant sa peur, Yue l'a rassurée en lui disant que personne ne l'abandonnerait et qu'il se battrait pour la protéger à tout prix. Pourtant, Iris avait toujours peur. Si le dragon blanc pouvait franchir la dernière ligne de défense, elle ne pourrait pas mettre fin à ses jours. Elle se transformerait en dragon et ferait du mal à tout le monde, ce qu'elle ne voulait pas du tout. Yu a promis à Iris qu'elle ne se transformerait pas en dragon, et si le pire devait arriver, il mettrait lui-même fin à ses jours tant qu'elle croirait en lui et ferait confiance à tout le monde. Iris était confuse. Pouvait-elle vraiment faire confiance à Yu? Yu lui dit de ne pas s'inquiéter car il était l'assassin le plus puissant du monde. Finalement, Iris alla se présenter à l'école puisqu'il avait été confirmé que son emblème avait changé de couleur. L'alerte de niveau C a été relevée au niveau A. À cette époque, il restait encore une trentaine d'heures et 30 minutes avant l'arrivée du Léviathan blanc. Dans l'abri souterrain, Yu attendit dehors et Mitsuki sortit pour l'informer qu'Iris avait subi un test physique et un examen de santé approfondi. Même si elle craignait d'attirer un dragon, Iris restait calme et coopérative. Après avoir entendu, Yu a demandé à sa sœur cadette de le laisser protéger Iris de tout sauf des dragons. Il a également parlé à Mitsuki de la demande de Loki, a déclaré Yu. S'il protégeait Iris, l'organisation Nifl n'interviendrait pas et ne causerait pas de problème à Midgar. Mitsuki a compris. Si quelque chose de terrible arrivait, son frère tuerait personnellement Iris. Cependant, elle a demandé à être celle qui le ferait. Après tout, ce n'était pas la première fois que Mitsuki mettait la main sur un camarade. En disant cela, elle s'enfuit, laissant Yu abasourdi, debout. À l'heure actuelle, il ne leur restait que 24 heures avant l'arrivée du dragon blanc. Puisqu'il avait pris sa décision, Yu appela Loki pour l'informer de son choix et lui demanda de ne pas s'immiscer dans cette affaire. Même si Loki avait accepté de ne pas intervenir, Yu se méfiait quand même de lui car il n'était pas digne de confiance. Après avoir raccroché et regagné le couloir, il aperçut Lisa hésitant devant la porte de la chambre d'Iris. Yu trouvait ça un peu drôle parce que Lisa avait la bouche forte mais le cœur faible, clairement inquiète pour Iris, mais devait quand même agir froidement devant lui. Lisa a déclaré que depuis leur enfance, ils devaient vivre loin de leur famille et que les membres de la classe étaient donc considérés comme sa famille. Cependant, elle n'avait toujours pas accepté Yu comme nouveau membre de cette famille. Yu lui a conseillé de se reposer bien avant le combat, mais en réalité, Lisa n'a pas eu le temps de se reposer. Elle devait être vigilante à tout moment. Quand Lisa est partie, Yu lui a posé des questions sur la bataille avec Kraken il y a 2 ans. Lisa s'arrêta, répondit froidement. Celui qui avait détruit les 2 dragons de la mort Kraken était Mitsuki. Rationnellement, elle comprenait qu'il n'avait pas d'autre choix, mais émotionnellement, elle ne pouvait pas l'accepter.
Lisa ne pouvait donc pas pardonner à Mitsuki d'avoir tué des membres de sa famille. La victime cette année-là était Miyako de la classe Brynhild, la sœur cadette du professeur Haruka. À l'heure actuelle, il ne leur restait plus que 22 heures. Yuvu entra dans la chambre d'Iris pour vérifier. Elle a dit fièrement que c'était assez confortable ici avec un écran pour surveiller la situation extérieure. Comme elle portait une chemise de nuit, Yu lui a rappelé de changer de vêtements. Iris a dit que cela ne la dérangeait pas pour ne pas changer, et a même dit à Yu de s'asseoir sur le lit au lieu de rester debout. Soudain, Iris lui serra le bras, confiant qu'elle avait un peu peur car elle s'apprêtait à faire contrôler à nouveau sa note. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, en touchant Yu, elle se sentait chaleureuse et rassurée. Les yeux de Yu se tournèrent accidentellement vers le cri. Il vit par hasard les camarades de sa sœur s'exposer tandis que leurs jupes flottaient. Iris le vit rougir, puis lui demanda s'il aimait regarder l'exposition des filles et s'il voulait voir ses sous-vêtements. Iris a même soulevé sa jupe de manière proactive, utilisant cette action pour exprimer sa gratitude parce que Yu tenait à elle. Yu l'arrêta précipitamment et lui expliqua qu'elle devait respecter et chérir son corps. Oh, c'est vraiment un vrai gentleman dans le cœur des filles. Ensuite, Iris s'est préparée à se baigner. Elle a d'abord trompé Yu pour qu'il se baigne sous prétexte qu'elle craignait que le pervers Yu ne lèche sa baignoire et boive l'eau de son bain. Il était sans voix avec cette fille, il n'avait donc d'autre choix que de se baigner d'abord. Cependant, pendant que Yui se baignait, Iris, enveloppée dans une serviette, entra en exigeant de lui frotter le dos. Ce qui ne devait pas être vu a failli être vu. Iris s'est comportée comme une voleuse criant au voleur, comme si elle était la victime. Après, il n'y avait plus rien, seulement chacun se baignait seul et chacun dormait dans son propre lit. Yuvu avait l'intention de dormir dans la chambre d'à côté, mais Iris le rappela. Elle voulait qu'il soit avec elle hier soir. Yu se demandait pourquoi ce devait être lui et non Lisa ou Mitsuki, dit innocemment Iris. Parce qu'il la traitait mieux que quiconque. Elle n'avait donc besoin que de lui. En fin de compte, Yu, au bon cœur, a accepté de rester. Il s'est assis sur le tapis au chevet d'Iris et lui a conseillé de ne pas penser à tout de manière si pessimiste, de penser positivement, de penser à d'autres possibilités qui pourraient se produire, de penser qu'elle aurait une chance de vivre, de ne pas toujours penser qu'à la fin, il lui ôterait la vie. En écoutant sa persuasion pendant un long moment, Iris sentit également que ses paroles avaient un sens. Alors elle s'endormit paisiblement. Tu veilles toujours sur Iris, puis lui aussi sombra dans le sommeil. Dans son rêve, il rêvait de son enfance avec Mitsuki. Tous deux se poursuivent jusqu'au sommet de la montagne, regardant de loin la vue panoramique sur la ville. Depuis son enfance, Mitsuki rêvait de l'épouser pour devenir son mari. Ainsi, les deux seraient toujours ensemble, comme une promesse privée entre eux. Mitsuki lui a même donné un baiser de fiançailles. Mais alors qu'il rêvait jusqu'à ce point, une voix grave résonnait dans sa tête, lui disant qu'il devrait payer le prix de ses souvenirs. Ces mots réveillèrent Yu en sursaut. À ce moment-là, l'aube était déjà levée. Iris s'était réveillée plus tôt. Elle regardait l'écran. En observant la situation extérieure, il ne restait que 10 heures. À ce moment, le dragon blanc Léviathan avait déjà franchi la première ligne défensive et continuait d'avancer. La ligne défensive suivante était l'unité de combat de Mitsuki. Tout le monde était très concentré et prêt au combat. Dans la chambre d'Iris, Yu leva les yeux vers l'écran et murmura « White Dragon Léviathan ». Ne sachant pas à quoi il pensait intérieurement, une voix résonna depuis la pièce la plus intérieure. Mitsuki dit sévèrement à Yu que si nécessaire, il mettrait fin à la vie d'Iris. De plus, Mitsuki a souligné davantage les choses dont Yu devrait se souvenir. Qu'il doit être mentalement préparé. Si Iris ne pouvait pas se transformer, alors elle mettrait elle-même fin aux paroles de dissuasion de Yu. Mitsuki continua de faire ce qu'elle avait résolu jusqu'au bout. Sur le grand écran du commandement central apparaissaient des fragments de météores tombants. Ariella et Haruka opéraient dans le centre de commandement. À un certain moment, la voix froide d'Haruka retentit et un barrage de missiles fut simultanément lancé visant le monstre Léviathan. La puissance du Léviathan était si écrasante que les missiles tirés n'avaient aucun effet sur lui. Ailleurs, Yu et Iris regardèrent sur un autre écran. Les pensées de Yu émergèrent avec une barrière zéro gravité capable de plier l'espace du monstre Léviathan. Pendant ce temps, au centre de commandement, Haruka avait la même pensée que Yu. Au sommet d'une plateforme de lancement de missiles, Miyazawa, Lisa, Mitsuki, Firu et Ariella ont reçu les ordres du professeur Haruka et ont attaqué le monstre. Le monstre chargea férocement avec sa barrière d'apesanteur comme bouclier. Un par un, chacun a utilisé ses capacités et pouvoirs uniques, se combinant pour attaquer Léviathan, créant une explosion d'ondes de choc sur la mer sans ondulation. Du côté de Yu, Iris sentit soudain que quelque chose n'allait pas et cria à tout le monde de s'éloigner. Ces mots étaient comme un avertissement. Le monstre surgit des profondeurs de la mer.
Il est apparu sans une seule égratignure. Peut-être que l'attaque précédente n'avait fait que l'irriter. Léviathan rugit une onde sonore, mais Ariella créa un bouclier pour protéger tout le monde. Pourtant, cela n'a pas pu tenir et tous ont été emportés par cette onde sonore. Même les tours de lancement de missiles ont été brisés par l'impact. Ainsi, le flux de combat fut coupé. La situation était chaotique. Haruka était plongé dans ses pensées lorsqu'un appel de Loki arriva. Du côté de Yui, il reçut également un appel. La scène était maintenant le dialogue entre Haruka et Yu. Pourtant, il semblait qu'elle ne voulait pas qu'Iris soit présente à ses côtés à ce moment-là. Sachant cela, Yu-Woo a dit à Iris de se boucher les oreilles jusqu'à ce que lui et Haruka aient fini de parler et Iris a obéi. Couvrant ses oreilles et s'accroupissant, Yu-Woo s'avança et s'enquit de la présence de Niflisi. Les deux échangèrent des mots. On ne voulait pas qu'Iris disparaisse. L'autre a dit que si elle était cela, tout se répéterait comme il y a 2 ans. Yu-Woo semblait avoir découvert un secret d'Haruka selon lequel sa sœur cadette était impliquée. Il pensait donc que c'était la raison pour laquelle Haruka avait laissé Nifl intervenir. Mais ce qu'Haruka voulait, c'était que personne d'autre ne supporte ce risque. Encore plus surprenante était la proposition de Yu, selon laquelle il ferait tout parce qu'Iris avait risqué sa vie pour lui. Tant que c'était pour une personne, il pouvait tout faire. Ces mots stupéfièrent Haruka, la laissant finalement seule dans ses pensées. Dans l'ascenseur, Yu a rappelé des souvenirs passés concernant certains pactes ou contrats. Iris craignait que Nifl ne l'épargne pas, mais Yu l'a rassurée en lui disant qu'il les chasserait pour elle à leur arrivée. Iris voulait rester aux côtés de Yu-Woo et il a non seulement accepté, mais lui a également pris la main pour la rassurer profondément, ce qui a quelque peu apaisé l'anxiété d'Iris. L'obscurité est descendue. Les soldats de l'armée de Nifl étaient déjà déployés en attendant d'attaquer. Yu-Woo a dit à Iris de rester sur place et qu'il utiliserait des armes paralysantes, mais c'était difficile car les soldats avaient de vraies armes à feu alors que lui n'en avait pas. Les balles ont plu sur Yu-Woo, mais un par un, les soldats ont été rapidement abattus par lui parce qu'après tout, il avait été dans l'armée. L'agilité était donc nécessaire. Le bruit des coups de feu ne cessait de résonner. Cela terrifiait tellement Iris qu'elle tremblait de manière incontrôlable. Finalement, tout s'est calmé à nouveau. Bien qu'inquiète, voyant que Yu-Yu était indemne, Iris s'est également calmée. Soudain, derrière eux, il y avait un soldat encore capable de bouger, avec l'intention de blesser Yu. Sans avoir le temps de réfléchir, elle invoqua un bouclier pour le protéger du danger. Cette action a surpris Yu, mais il lui rappelait quand même qu'à présent, sa sécurité était la chose la plus importante. Ils atteignirent un endroit près de la falaise et seuls eux deux frapperaient Léviathan s'ils franchissaient la dernière ligne défensive. Soudain, la voix de Mitsuki retentit, rejetant les paroles de Yu à l'instant. À ce moment-là, Mitsuki voulait que Yu lui remette Iris, et il comprenait également le sentiment de devoir mettre fin personnellement à un camarade qui s'était transformé en dragon. Les deux se sont battus, ne voulant pas que l'autre soit celui qui tue Iris. L'atmosphère était si tendue qu'il semblait sur le point de se battre quand, pour distraire Mitsuki, Yu laissa échapper qu'il pouvait voir ses sous-vêtements, lui faisant baisser sa garde pour qu'il puisse lui toucher la tête et gagner. C'était la règle entre eux deux lorsqu'ils étaient enfants. Yu a rejeté l'idée précédente de mettre fin à Iris et a plutôt dit qu'ils devraient se battre ensemble jusqu'à leur dernier souffle. La scène s'est déplacée vers la fin de la soirée. Lisa a demandé pourquoi Yu-Woo et Iris étaient ici. Iris s'est sincèrement excusée auprès de Lisa. De plus, Yu-Yu a souligné qu'Iris pourrait être une clé pour les aider. D'après les paroles de Yu-Yu, on pouvait voir jusqu'où allaient ses capacités. Pendant que tout le monde parlait, Léviathan s'approcha avec une présence terrifiante. Lisa, par inquiétude pour Iris, voulait qu'elle descende au refuge. Mais Iris semblait avoir sa propre décision, ne pas fuir et ne pas abandonner. Le pouvoir du bâton dans sa main soutenait en partie tout le monde. Le bouclier gravitationnel entourant le monstre a disparu, créant une opportunité en or de le détruire. Chacun a lancé ses propres frappes par rapport à la bataille du début de l'après-midi. Maintenant, ils allaient beaucoup mieux. Il semblait qu'ils avaient vaincu Léviathan. Mais non, c'était enragé. Sa fureur a eu certaines conséquences pour tout le monde. Léviathan continuait d'avancer malgré les attaques d'Iris. Yui se souvenait du passé, se souvenait du moment où il avait obtenu son pouvoir, se souvenait du pacte avec Yggdrasil. Mais le prix qu'il a payé, ce sont ses souvenirs. Dans le présent, Mitsuki a levé son arc en visant directement Iris. À ce moment-là, Yu entra et bloqua derrière elle. Et se retourna également pour regarder Mitsuki, lui demandant de lui faire confiance. Puis Yu s'est rapproché d'Iris,
voulant emprunter le pouvoir à son bâton pour poursuivre le pacte de leur enfance. Encore des souvenirs, ce qu'il a dû sacrifier pour accéder au pouvoir. Une arme massive est apparue et sa cible était Léviathan. Le monstre hideux devant eux, combiné à la flèche divine de Mitsuki, a fait disparaître Léviathan pour toujours du monde, incapable de blesser à nouveau qui que ce soit. À la fin, Yu n'a souri à Iris qu'une seule fois avant de s'effondrer, inconscient. La scène s'est déplacée vers la chambre de Yu le lendemain matin. Il reçut les éloges de Loki. Dans le message de Loki, il était ravi de coopérer avec Yu. Soudain, le téléphone sonna. Mitsuki était venu voir Yu pour s'assurer qu'il allait toujours bien. Et Yu taquinait sa petite sœur. La nuit revint. Yu et Iris se sont rencontrés sur une plage. Iris a proposé qu'elle et lui soient amis, peut-être qu'elle ne le savait pas, mais ils étaient déjà amis selon les mots de Yu. Cela a beaucoup surpris Iris. Elle était également reconnaissante envers Yu car tout ce qu'elle voulait lui était accordé. Elle voulait donc lui montrer sa gratitude en lui embrassant. Peut-être que ce baiser a tout changé. La scène nocturne calme, seule la silhouette de Tyr apparaissait faiblement dans l'obscurité. Devant elle se trouvait un cristal rose cramoisi qui brillait de 1000 feux. Il tomba sur le lit où se trouvaient déjà 4 autres cristaux. On pourrait penser que l'atmosphère resterait calme, mais non. Une fusée éclairante venant de l'extérieur a forcé la porte principale à s'ouvrir et a été jetée à l'intérieur. Puis, un par un, tout le monde dans la pièce, sauf Tyr, a été électrocuté et a perdu connaissance. Ce Tyr a été terrifié et elle a serré son ours en peluche dans ses bras. L'autre personne s'avança pour faire face à Tyr et tendit la main, mais fut repoussé par les courants électriques entourant la zone. Le masque blanc s'était élevé et brillait. Cette personne ne cachait plus rien et révélait ses yeux. Et c'était Yu. Voyant ce visage, mais Tyr semblait toujours incapable de réaliser quoi que ce soit. En entendant la question de Tyr, l'autre personne eut un rire froid, puis parla sur un ton moqueur. « Tu es un dragon !» Tôt le matin, Yu fut réveillé par le cri de Mitsuki. Voyant cela, il courut rapidement à l'étage et ouvrit la porte de sa chambre. La scène était alors Mitsuki nue assise sur le sol, la main couvrant sa poitrine, voyant que Yu avait même l'intention de s'avancer, mais elle lui a immédiatement donné un crochet sur la tête et l'a expulsé. La scène est passée à l'image d'un ciel clair. Mitsuki a réprimandé Yu pour avoir fait irruption dans sa chambre alors qu'elle était nue. À ce moment, Yu s'arrêta soudainement, regarda sa main, et vit un étrange symbole, très similaire au symbole sur la taille d'Iris d'avant. En arrivant en classe, Lisa a activement salué Yu. Cela l'a rendu très surpris, mais Lisa a seulement dit qu'elle venait juste de passer par là et de le saluer. Lisa a dit qu'elle s'était sentie très reconnaissante envers Yu lorsqu'il a participé à l'importante mission concernant le Léviathan et qu'il en a fait un apprenti, même si Yu ne comprenait pas à quoi cela servait. À ce moment-là, comme Iris ne s'était pas assise à son bureau, Yu partit à sa recherche. En la voyant, il a donc appelé. Cela a surpris Iris et elle a tenu sa jupe. Iris dit avec inquiétude quelques mots que Yu ne comprit pas. Mais aujourd'hui, tout a changé, car il y a eu un examen de santé spécial et donc les premières et deuxièmes périodes ont été interverties et Yu a été examiné séparément. Il arriva devant la chambre du président à l'étage supérieur. Devant lui se trouvait Charlotte, celle qui s'occupait de Midgar cette fois, et à côté d'elle se trouvait son secrétaire personnel, Mika. Les deux se saluèrent, puis Charlotte s'approcha de Yu avec un ton prudent, ne voulant pas que les filles voient le corps d'un garçon puis soient excitées. Charlotte a crié fort, a pointé Yu et l'a grondé. Puis elle commença à examiner le corps de Yu. Charlotte attrapa la main avec son blason de dragon et marmonna. Soudain, elle lécha la main de Yu, le rendant embarrassé. L'examen a été effectué et une nouvelle a été révélée selon laquelle cet examen visait à vérifier les crêtes de dragon des étudiants. Un grand écran est apparu. Sur celle-ci se trouvait l'image d'un basilic sorti de son antre au Sahara. Pensant que c'était fait, Charlotte invita Yu à partir en expédition, mais contrairement à d'habitude, ses intentions furent stoppées par la secrétaire Mika à côté d'elle. Iris a terminé son examen, puis est sortie et s'est effondrée, l'air très impuissante. Ailleurs, Mitsuki montait sur le podium tout en présentant également un autre nouvel ami, Honoka et Tyr, les cibles du basilic. Il semblait que Yuo avait rencontré Tyr quelque part, donc elle lui semblait très familière. Vint ensuite l'explication selon laquelle la corne sur la tête de Tyr ne provenait pas d'une crête de dragon, mais était créée par la matière noire. Lorsque Mitsuki a parlé de Tyr comme étant un humain, elle s'est mise en colère, insistant sur le fait qu'elle était un dragon, puis a libéré son pouvoir, provoquant la chute de la salle entière dans le chaos. Ces courants électriques, l'un après l'autre, détruisirent les lumières, plongeant tout le monde dans l'obscurité.
Tear vit le visage de Yuwu lorsque les lumières se rallumèrent, puis courut le serrer fort dans ses bras. Elle a même dit qu'elle était née pour être l'épouse du dragon et que Yuwu était son mari. Yuwu était choqué, mais ne pouvait rien faire d'autre que sourire ironiquement. Il emmena Tear rencontrer Miss Haruka et lui expliqua la situation d'avant lorsqu'il l'avait rencontrée. Et Haruka voulait aussi que Tearé soit dans la même classe que Yu à côté de lui pour qu'il puisse lui enseigner ses connaissances. Miss Haruka ne voulait pas que Tear se retrouve dans la même situation qu'Iris. Mitsuki s'est présentée à Tear, elle est donc également devenue plus à l'aise avec Mitsuki. Tear, en revanche, était naïf. Cela a également fait sentir à Mitsuki que des problèmes allaient arriver. En entrant dans la salle de classe, Iris salua Tearé très gentiment, mais elle se contenta de frôler froidement Iris et se dirigea vers le siège de Yu. D'une manière ou d'une autre, elle a fini par s'asseoir sur les genoux de Yu, et même obstinément, de sorte que tout le monde dans la classe, y compris Lisa, se sentait ennuyé. En rentrant chez elle, elle a même serré Yu dans ses bras, ce qui a rendu Iris, qui marchait derrière elle, un peu triste. Yu et Tear sont allés se promener au bord de la mer. Pendant que les deux parlaient, derrière eux se trouvait Iris aux yeux tristes. Cet endroit était autrefois l'endroit où elle avait embrassé Yu, alors elle pensait qu'il était injuste que Tear soit toujours celui à côté de Yu. Chez Yu, Mitsuki fronça les sourcils à cette vue. Yu a ramené Tear à la maison, Iris a également suivi. Quand Iris entra dans la chambre de Yu, Tear se précipita pour la faire sortir. Puis, elle a insisté sur le fait que sa chambre était son nid. Mitsuki lui rappela que les choses se calmèrent et qu'ils s'assirent tous pour étudier correctement ensemble. Tear a obtenu toutes les réponses, puis a serré Yu dans ses bras, voulant qu'il se baigne avec elle en guise de récompense. Voyant les deux continuer à se disputer, Mitsuki décida que tout le monde se baignerait ensemble, mais absolument personne n'était autorisé à enlever son maillot de bain. La nuit tombait, Iris et Tearé s'étaient endormis, mais pas Yu et Mitsuki. Les deux hommes se tenaient près du balcon et parlaient de la situation actuelle de Tear. Mitsuki a déclaré que quelqu'un lui avait dit que Tear avait été trouvé dans une organisation qui vénérait les dragons et qu'il la traitait comme une vraie déesse. Mais Tear a été manipulé par eux, se faisant ressembler à un dragon. Le lendemain matin, avant d'aller en cours, Yu persuada Tearé de se lier d'amitié avec d'autres personnes que, finalement, Tearé a accepté de saluer tout le monde et a reçu des salutations amicales similaires, elle a donc changé son point de vue. Voir tout le monde discuter joyeusement sans hostilité rendait Tear ravi de l'atmosphère du moment. Cela a également mis Mitsuki et Yu plus à l'aise. Iris a demandé à s'asseoir à côté de lui comme Tearé, mais Yu a refusé, donc elle s'est ennuyée et s'est affalée sur le bureau pendant toute la classe. Et à partir de là, la relation entre Tear et les autres filles de la classe s'est améliorée. Ils sortaient manger ensemble, étudiaient ensemble comme des amis qui se connaissaient depuis longtemps. Lisa, voyant Tear s'accrocher à Yu, n'en pouvait plus, alors elle voulait instruire personnellement Tear. Ensuite, Lisa et Yu ont appris à Tear comment utiliser la matière noire. Alors qu'elle se concentrait sur l'invocation de sa propre arme, l'image de la personne mystérieuse du passé est apparue avec des voix en écho voulant que Tear se souvienne qu'elle était un dragon. À ce moment-là, le pouvoir de Tear perdit le contrôle et créa une énorme tornade autour d'elle. Yu et Lisa ont vu cela et étaient très inquiets pour sa sécurité. Lisa a appelé le nom de Tear, mais à l'intérieur de la tornade se trouvait la silhouette de Tear. Il semblait qu'elle n'était plus elle-même. Il avait été manipulé par quelque chose de profond en lui. À ce moment-là, Lisa expliquait à Terra l'arme imaginée. Il est utilisé pour que le processus de transformation des matériaux devienne plus précis et efficace. Cela semble intéressant, Tear l'a essayé avec impatience. Elle ferma les yeux pour se concentrer. Immédiatement après cela, un flux de petites puissances est apparu autour de Tear. Ces petites étincelles vacillèrent progressivement et fusionnèrent en une plus grande masse d'énergie. Tear pensait continuellement dans sa tête au mot « à mon pouvoir », tout mon pouvoir pour créer l'arme de Tear. Mais alors qu'elle se concentrait trop fort, une mystérieuse personne masquait l'aplat, ce qui fit sursauter Tear. Elle a laissé entendre à plusieurs reprises que Tear était un dragon qui faisait apparaître un puissant vortex autour de Tear, l'enveloppant et répandant un vent orageux. À ce moment-là, tout le monde s'inquiétait pour Tear. Laissant de côté le moment de tension, Tear se souvint soudain des belles images d'être en famille. Mais la joie n'a pas duré longtemps. Tous ont été emportés par les flammes et ont disparu. Désespérée, la silhouette masquée apparut une fois de plus, rappelant à Tear que rien de tout cela n'était réel. Et maintenant, mettez tout de côté. Révélez votre véritable forme de dragon. À l'intérieur de Tear, c'était comme ça. À l'extérieur, Tear était entouré d'énergie violette.
Soudain, la jeune fille se réveilla et déclara qu'elle était un dragon. À ce moment-là, des ailes, des pieds et des mains apparurent progressivement. Suivi par une série d'ondes de choc attaquant la zone, Lisa a paniqué et s'est retirée. Yui s'est précipité avec inquiétude pour la protéger, mais a malheureusement touché le mauvais endroit et a même profité de l'occasion pour la serrer et la tâtonner plusieurs fois. Puis tous deux l'ignorèrent timidement et se concentrèrent sur la situation la plus dangereuse que Tyr avait transformée en dragon. Parce que l'arme imaginée par Tyr prenait la forme d'un dragon et Tyr avait complètement cru qu'elle était un dragon. Puis la foudre les attaqua à nouveau. Voyant la situation tendue, Lisa décida qu'il devait trouver un moyen de séparer Tyr du dragon. Puis Lisa invoqua l'arme Gungnir transpercée. Des flammes éclatèrent Motigan, se dirigeant droit vers le dragon. Lorsqu'il a percé son aile, celle-ci a immédiatement retrouvé son état d'origine. Bien que cela soit difficile, Lisa était déterminée à ne pas laisser Tyr rester ainsi. Elle a persisté à tirer sur les deux ailes et a continué à utiliser la technique du perçage. À ce moment, Tyr s'est soudainement réveillé et s'est séparé de la forme du dragon. La jeune fille est tombée librement d'en haut. Yu courut rapidement pour attraper Tyr et continua de l'appeler par son nom. La jeune fille le regarda un instant puis s'évanouit. Ensuite, ils ont amené Tyr dans une pièce pour se reposer. Yu resta assis à regarder Tyr et décida d'attendre qu'elle se réveille et lui parle. Juste au moment où il sortait, Yu vit Honoka enlever sa chemise pour vérifier la blessure dans son dos. Yu s'excusa timidement puis se détourna, mais profita quand même de l'occasion pour faire connaissance avec la belle et découvrit que Honoka avait été blessée parce qu'elle avait commis des erreurs lors de l'entraînement à la transformation de la matière. En entendant cela et se sentant trop embarrassé, Yuwu a demandé à partir, mais il a été retenu par Honoka qui lui a demandé de l'aider à lui appliquer des médicaments sur le dos. Il a poliment pris du coton, l'a trempé dans un antiseptique et l'a tamponné sur la plaie. Dans cette situation délicate, Yu s'enquit de sa situation et apprit que Honoka avait une relation plutôt froide avec sa mère et qu'elle n'avait pas de père. Ayant vécu de manière indépendante depuis son enfance, voyant que Yuyu s'est immédiatement lié d'amitié avec elle et lui a proposé que si jamais elle avait besoin de lui dire quelque chose, il serait prêt à l'aider. Après que tout ait été fait, un appel téléphonique est arrivé. Il s'agissait du culte du dieu dragon qui prévoyait de sauver Tyr Lightning. Cependant, le système de défense de Midgar était serré et il n'avait donc pas encore pu s'infiltrer. C'est pourquoi l'unité anti-Mamelon Kili Surtr Muspelheim serait dépêchée. Et quand Kili arriverait, il y aurait beaucoup de victimes, alors Loki comptait sur le lieutenant Mononoyu. Au moment où il raccrochait, Tyr a couru en toute hâte pour lui demander pourquoi elle s'était évanouie, où se trouvaient Lisa et tout le monde. Yu plaça ses deux mains sur ses épaules pour la rassurer et lui suggéra de sortir pour parler de certaines choses. Yu a raconté à Tyr ce qui s'était passé plus tôt, à savoir qu'elle s'était transformée en dragon, blessant Lisa et détruisant la salle d'entraînement. Mais il savait que ce n'était pas sa faute. Il lui a quand même rappelé de s'excuser auprès de tout le monde et lui a fait promettre une chose. Désormais, elle ne doit plus se prendre pour un dragon. C'était une fille humaine, mais Tyr refusa. Elle a invoqué son pouvoir et a dit qu'elle était un dragon, c'est pourquoi elle avait une telle force. Puis, il expliqua que si elle continuait à croire qu'elle était un dragon, elle ne pourrait jamais rester aux côtés de Yu et de tout le monde. Et Yu réalisa également que les parents de Tyr étaient faux. Ils avaient été réduits en cendres. Maintenant, elle n'avait plus que Kili. Elle a dit que c'était comme dans l'illusion de Pluto lorsqu'elle concentrait son pouvoir. Puis Tyr sanglota, causant du chagrin à Yu. Alors, il la tenait dans ses bras et la réconfortait. Après avoir parlé pendant un moment, Yu ramena Tyr pour rencontrer tout le monde. Voyant que tout le monde l'accueillait avec joie, Tyr sortit timidement de derrière Yu et s'excusa auprès de tous. En voyant Tyr ainsi, tout le monde fut étonné puis dit que ce n'était rien et que cela ne les dérangeait pas du tout. Mais Lisa était différente. Elle est venue et a frappé Tyr à la tête en lui disant que ceux qui commettaient des erreurs devaient être punis. Il fallait les corriger avant de sombrer dans la culpabilité et Tyr avait déjà expié. Elle alla serrer Tyr dans ses bras et lui sourit pour la rassurer. Tyr n'avait plus besoin de s'inquiéter de ça. En voyant tout le monde résoudre le problème, Iris a soudainement eu une idée. Elle a suggéré que demain, ils pourraient sortir tous ensemble. Cela semblait amusant, alors ils ont choisi une plage verte avec des vagues pour jouer. Iris a couru pour montrer son nouveau bikini après avoir été frappée par les vagues plus tôt. Yuwu a loué le fait qu'elle était belle dedans, faisant rougir et s'effondrer Iris. Tyr a également demandé à Yuwu de manière compétitive à quoi elle ressemblait.
Yu-Woo la regarda et félicita Tyr comme étant mignon. Mais Tyr voulait seulement qu'il dise qu'elle était belle et qu'il défiait Iris. Le premier jeu était un château de sable. Iris a établi la règle selon laquelle celui qui renverserait le bâton en premier serait le perdant. Puis, ils ont continué à jouer ensemble. Et Tyr était le gagnant. Ensuite, Lisa et d'autres groupes d'amis sont également arrivés au complet. Ensuite, Yu a également félicité Lisa pour le fait qu'elle était magnifique dans son maillot de bain. Mais cela a agacé Mitsuki et a lancé une balle sur Yu. Elle a critiqué le fait qu'il s'agissait de harcèlement, en entendant que Yu devait utiliser sa tactique de diversion pour la féliciter comme étant belle. Mais Mitsuki a également déclaré qu'elle ne rougirait pas facilement comme les autres. Cependant, après qu'il l'ait félicitée, elle rougit encore plus et lui retira même l'oreille, déplaçant la scène vers Tyr et Iris. Tyr gagnait toujours en gardant le bâton immobile. Après cela, tout le monde a également eu une sortie amusante ensemble. Certains sont allés à la pêche, certains se prélassent au soleil sur la plage, certains lisaient des livres et discutaient entre eux. C'était vraiment une sortie paisible et joyeuse. Ensuite, tout le monde a joué au volleyball sur la plage. À côté d'eux se trouvaient Ariella et Miyazawa, assis sur la plage jusqu'au soir, toujours incapables d'attraper un seul poisson. Et puis le directeur a aussi voulu se joindre à eux. Puis, ils ont commencé à faire des grillades sur la plage, joyeusement et délicieusement. Cette nuit-là, Yu-Woo observa silencieusement tout le monde jouer. Voyant qu'il semblait seul, le directeur s'approcha et se confia à Yu-Woo. Après avoir discuté pendant un moment puis s'être ennuyée, la directrice a souhaité danser et chanter avec les élèves, mais Maika l'a frappée à la tête et l'a traînée au travail. Cette nuit-là, Yu-Yu était dans le salon et lisait des informations sur Kili. Elle était la chef du culte du dieu dragon il y a 3 ans, soupçonnée d'avoir participé à plus de 300 incidents terroristes, brûlant tout sans nécessairement les toucher, un démon du système d'incendie. Elle a choisi de vivre comme un dragon et Yu ne voulait pas que Tyr vive comme elle. Juste au moment où il se mordait les dents, serrait le poing de frustration, puis un tremblement de terre étonna Yu. Il devint rapidement alerte et malheureusement, dehors, il y avait déjà un feu flamboyant, comme ce que Yu avait lu à propos de Kili. Pendant que Yu parcourait Kili, à l'extérieur, il y avait déjà un feu ardent. Un dragon était venu de l'extérieur pour attaquer, des alarmes d'urgence retentissaient continuellement et un rang bleu s'infiltrait ici. C'était les Hécatonchiras bleus. Yu West est sorti avec inquiétude pour voir. Il se demandait pourquoi c'était ici. Le directeur était extrêmement étonné que personne ne l'ait détecté. Mais comme c'était ici, ils ont dû se battre. Pourtant, cela semblait assez gênant. Ensuite, la voix du haut-parleur a calmé tout le monde. Étudiants, veuillez rester calme et descendre au refuge. Ne vous approchez à aucun prix de l'académie pour le moment. Vuman avait confirmé que cette fille était la seule à avoir une marque changeante. Cela signifie que la cible de ces Hécatonchires pourrait être Tyr Lightning. Ces événements ont rendu Tyr extrêmement inquiet. Comprendre ses sentiments. Lisa se pencha doucement pour la rassurer. En voyant cela, je me sentais également quelque peu soulagé. Et puis Mitsuki voulait que Lisa protège Tear. Alors que celui qui était toujours à côté de Tear était Yu, Mitsuki voulait lui demander de faire autre chose, parce que Tyr avait toujours fait confiance à Yu, et que Yu était aussi celui qui choisissait toujours d'agir de la manière la plus agréable. Tyr a vu Yu partir et s'est senti inquiet, mais il a également réconforté la fille et lui a promis qu'il reviendrait. Après avoir rassuré Tyr, Mitsuki a immédiatement donné des ordres, Viral et Ren se rassemblent sur le toit, tandis qu'Iris s'associe à Mitsuki et Yu. Ariella s'est envolée dans le ciel et a signalé tout changement s'il y en avait. Même si tout avait été minutieusement préparé, ce dragon n'a eu aucune réaction, et personne ne savait non plus pourquoi il se déchaînait à travers le monde. Haruka a demandé de ne pas tenter de le tuer, les Hécatonchires ne pouvaient pas mourir. Même s'il était blessé, il reviendrait à la normale. Et Nifel a également reçu un rapport selon lequel ils avaient réussi à recouvrir son corps d'explosifs sous forme de gaz. Mais il s'est quand même complètement régénéré. Il ne reste plus qu'à se concentrer sur la défense afin de minimiser les pertes possibles. Mais avec Yu, c'était différent. Il pensait toujours qu'il y avait un autre moyen. En regardant ce dragon dont Yu se souvenait quand il était plus jeune, il avait toujours aspiré au pouvoir et avait accepté ce pacte. Et puis Yu a accepté l'unification et a ouvert le feu. Se souvenant de ces moments, Yu a alors demandé à Mitsuki si elle l'avait amené ici parce qu'elle voulait qu'il se batte comme il y a 3 ans. Mitsuki le confirma et pensa qu'à l'heure actuelle, seul Yui était le seul à pouvoir chasser ce dragon, même temporairement, mais ce serait son plan final. Parce que s'il répétait ce qui s'était passé auparavant, Midgar devrait subir une très lourde perte. De plus,
Mitsuki craignait que Yu n'utilise à nouveau ce pouvoir. Cependant, quoi qu'il en soit, Yu était toujours déterminé à protéger Tyr et tous les membres de l'académie. Scène changeante à l'intérieur de la pièce, Tyr avait peur, serrant Lisa dans ses bras. À ce moment, Lisa était toujours avec Théar, la rassurant et la gardant calme. La fille avait peur de ne pas savoir si Yu pourrait gagner. Et Lisa a dit que faire confiance à son homme et attendre était la vertu d'une femme. Cela rendit Tyr un peu plus fort. Mais contre toute attente, la situation n'était pas si simple. Juste au moment où elle finissait de parler, une explosion provoqua l'extinction soudaine des lumières de la pièce. Kili était arrivée et avait emmené Tyr. Elle claqua simplement des doigts et une explosion apparut juste à côté de Lisa et Tyr. Voyant la situation tendue, Lisa s'est immédiatement transformée et s'est levée pour protéger la jeune fille. En regardant le visage de Kili, elle semblait calme. En effet, il en était ainsi. La lance de Lisa se dirigea vers Kili sans le moindre effet, comme si un bouclier invisible la recouvrait. Et puis un autre claquement de doigts fit tomber Lisa en arrière. Kili s'avança lentement vers Lisa, son regard extrêmement froid. Un rayon de lumière brillait directement sur le bout du doigt de Kili. Voyant que Lisa s'est dépêchée de protéger Tyr et s'est enfuie avec elle. Mais partout où il courait, Kili les suivait juste derrière. Chacun de ses pas était une flamme recouvrant cet espace. Kili se rapprochait progressivement, tandis que Tyr et Lisa se cachaient tranquillement dans une pièce fermée en écoutant chaque miroir dessinant une explosion. Comment pourrait-il échapper à l'emprise de Kili ? Lisa n'a donc eu d'autre choix que de se lever pour protéger Tyr et a invoqué Gungnir. Lisa a tiré sans relâche sur Kili et a dit à Tyr de s'enfuir. Il semblait que Kili était bien plus fort. D'un simple coup d'œil, elle annihila instantanément Lisa. Du côté de Yue, il a entendu une sorte d'explosion et a été surpris de demander à tout le monde, mais personne d'autre ne l'a entendu. Il se souvint avec inquiétude lorsqu'il entendit l'appel de Loki que l'organisation d'adoration du dragon commençait à planifier le sauvetage de Tyr. Les défenses de Midgard n'étaient pas faciles à infiltrer, ce qui signifiait également qu'elles enverraient Kili. En se souvenant de ces mots, Yu réalisa soudain qu'il avait été trompé par diversion. En effet, Kili avait assommé Lisa, laissant Tyr seul en danger. À ce moment, une marque apparut sur la cuisse de Tyr. Kili s'approcha et prit Tyr. Lisa a eu du mal à se lever pour bloquer Kili, ne lui permettant pas d'emmener Tyr, et Kili a impitoyablement frappé Lisa. Une montée de puissance jaillit dans le ciel. Tout le monde l'a vu. Avec cette source d'énergie, le dragon s'était déplacé. Lorsque Kili embrassa Théar pour partir, elle fut heureusement rattrapée par Yu juste au moment où Kili levait son doigt pour claquer. Yu a rapidement tiré une balle sur Kili, mais elle a été bloquée par son bouclier. Ensuite, l'arme dans la main de Yu a également été chauffée par Kili jusqu'à ce qu'elle s'enflamme et fonde. Yu regarda son arme maintenant réduite à un gâchis gluant. Il réalisa qu'il s'agissait de la technique ultime de conversion de matière à haute température. Ensuite, Kili a exprimé son souhait de vouloir seulement ramener Tyr à Basilisk où elle appartenait. Et Kili a reproché à Tyr de ne pas l'avoir suivi, ce qui l'a forcé à abattre Lisa. Yu lança une attaque avec colère, mais ensuite il réfléchit à nouveau. S'il s'agissait véritablement d'une transmutation de matière, Yu aurait dû voir la matière noire. Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, Kili claqua rapidement des doigts pour frapper Yuya, et l'arme de Yuya continua de disparaître. Ensuite, Yuya a été brutalement agressée. Théar a été témoin de tout. Elle se souvint du moment où ses parents avaient été brûlés vifs et supplia Kili d'arrêter. Voyant que la fille ne semblait pas bien, elle écouta et épargna Yuya. Puis Terre accepta à contre-cœur d'obéir à Kili et de devenir un dragon. Et Kili continuait à manipuler son esprit. Elle a dit que Terre devenir l'épouse de Basilisk apporterait le bonheur à tout le monde, y compris Terre. En repensant au bonheur des étudiants de l'académie, Tyr réalisa soudain quelque chose et fondit en larmes. La jeune fille se sentait déjà bien trop heureuse ici et refusait fermement de partir. De plus, elle voulait devenir l'épouse de Yue plus que celle de Basilisk, et elle a toujours voulu rester humaine. Parce que Tyr refusait d'y obéir, Kili était irritée. Elle claqua des doigts une fois, une énergie puissante jaillit du bout de son doigt. Kili a décidé qu'elle empêcherait Tyr de vivre comme un humain. Yu se précipita pour l'arrêter, mais n'y parvint pas. Tyr était terrifié. En voyant la fille comme ça, Yu éclata immédiatement avec le pouvoir du Léviathan faisant exploser Kili. Kili reconnut cette source de pouvoir et demanda à Yu de lui remettre Tyr. Bien entendu, il n'était pas d'accord. Et Kili a menacé qu'il regretterait de ne pas lui avoir remis Tyr aujourd'hui. Avant que Yu puisse réfléchir, le dragon était déjà entré dans l'académie, détruisant toutes les structures sur son passage. Que ferait Yu ensuite pour arrêter Hécatonchir et protéger Tyr ?
Les souvenirs du passé ont progressivement refait surface il y a de nombreuses années lorsque des monstres sont soudainement apparus et ont menacé la vie humaine. Yu se souvient des moments où il rencontrait les étudiants. Ils se sont battus ensemble pour protéger ce monde. Récemment, Yu a rencontré Tare, une fille mignonne et énergique. Pourtant, c'est précisément cette fille qui a attiré un monstre féroce et qui a détruit l'académie. Kili est soudainement apparue et a blessé Lisa sans pitié. Elle voulait forcer Tour à partir. Terre s'est mise en colère, ne voulant pas se conformer, et a été durement réprimée par elle. À ce moment, Terre, blessé, s'évanouit dans les bras de Yu. Il interrogea furieusement Kili sur son origine. Kili répondit trompeusement qu'elle était une dé. De toute évidence, Yu ne croyait pas ses paroles. Kili a imploré de révéler que sa véritable identité serait à Yu de décider. Elle rit moqueusement et partit rapidement. Maintenant, Yu avait encore une autre grande menace à gérer. Mitsuki, ne recevant aucune réponse de sa part, appela d'urgence et fort dans l'émetteur. Les étudiants, inquiets pour Yu, se concentraient simultanément sur la plage, non loin de là. Quelques instants plus tard, l'émetteur a soudainement repris vie. La voix de Yu résonna à travers l'appareil, faisant pousser un soupir de soulagement à tout le monde. Le monstre gigantesque continuait toujours à avancer lentement plus profondément dans l'île. Yuya, tout en portant une larme sur le dos, interrogea précipitamment Mitsuki sur la situation actuelle. Sur la base de la carte qu'elle avait en main, elle suggéra d'éloigner le monstre de l'académie. Ariella est devenue anxieuse lorsqu'il n'y avait aucun moyen de faire changer de direction à l'énorme monstre. Mitsuki eut soudain une idée. Elle suggéra d'utiliser le vent pour forcer le monstre à reculer vers la mer, puis de lancer une attaque. Tout le monde était d'accord à l'unanimité avec ce plan. Comprenant l'idée, Yu a rapidement amené Tyr dans un endroit sûr pour se regrouper avec eux. Mais à un moment donné, Tyr s'était déjà réveillé. Attrapant son épaule, l'arrêtant de surprise, Tyr descendit de son dos. Déterminé à lutter aux côtés de tous contre le monstre, Iris, entendant cela, tenta rapidement de l'en dissuader, puisque Tyr était la cible même de l'attaque du monstre colossal. Tyr a encore une fois affirmé qu'elle voulait se battre avec eux et qu'elle ne voulait plus s'enfuir. Yu craignait également qu'elle ne perde le contrôle comme avant. Alors, il essaya rapidement de la persuader. Mais Théar s'est resté résolu en disant qu'elle n'était plus une dé. Voyant sa détermination et son désir de protéger, Yu et les étudiants acceptèrent à leur tour la résolution de la jeune fille, résoudre. Maintenant, le monstre a soudainement changé de direction vers Tyr et Yu alors qu'ils se déplaçaient. Mitsuki, voyant l'opportunité, a conduit rapidement et de toute urgence ses camarades en position de combat. Le monstre massif, ne leur prêtant aucune attention, poursuivait toujours Tyr sans relâche. Sous le commandement de Mitsuki, les étudiantes ont successivement attaqué le monstre avec de nombreuses techniques. Le monstre, ayant subi de nombreux coups puissants, s'est effondré juste après. Mais cela ne s'est pas arrêté. Il tendit sa main énorme vers Tyr. Dans ce moment dangereux, Tyr cherchait désespérément sa force. Une paire d'ailes largement déployées derrière elle. De puissants éclairs provenant de Tyr encerclèrent le monstre, mais ne purent toujours pas repousser la bête féroce. Yu pointa précipitamment son arme dessus. À ce moment, dans sa tête résonnait la voix d'Yggdrasil. Il suivit ses paroles et cria la phrase de commandement. La balle tirée propulsa le monstre vers le haut. Les étudiantes regardèrent toutes simultanément avec étonnement l'étrange champ de répulsion. Immédiatement, Yu leur fit signe d'attaquer à nouveau, tandis que le monstre était affaibli. Yu a exprimé son intention d'emprunter la force de Tyr. La jeune fille accepta sans hésitation. Yu a encore une fois échangé ses souvenirs pour gagner plus d'énergie. Il ne voulait pas perdre les merveilleux camarades à ses côtés. Tout le monde ensemble lança un assaut simultané contre le monstre sous le commandement de Mitsuki. Lorsque le monstre fut poussé dans le champ de Tyr, Yu lui lança rapidement un coup de canon, ne montrant aucun signe de régénération. Le monstre a été détruit. Le soleil a de nouveau brillé sur l'île. Tout le monde s'est réjoui. Yu se sentait chanceux de croire que lui-même n'avait pas trop changé. À l'académie, le directeur s'est échappé des décombres. Elle regarda la scène désolée autour d'elle et ne put s'empêcher de se sentir furieuse. Maika l'a soudainement frappée violemment à la tête, la réprimandant pour avoir obstinément conçu le bâtiment trop haut. Tout en ignorant toutes les objections de Maika, elle a sévèrement réprimandé le directeur enfantin et lui a fait signe de regarder Haruka pour apprendre. Haruka venait juste de sortir du refuge. Voyant les étudiants toujours en sécurité, elle ne pouvait cacher son bonheur. Le temps a passé. Finalement, Lisa a également repris conscience après avoir été soignée. Théar la serra précipitamment dans ses bras tout en sanglotant, remerciant Lisa d'être à ses côtés.
Lisa a été profondément touchée et a doucement réconforté la jeune fille. Ailleurs, Mitsuki et Haruka discutaient des événements qui venaient de se produire. Ils ont tous deux déploré les lourds dégâts causés en affrontant à la fois le monstre et en traitant avec Kili. La chambre de Mitsuki avait également été gravement détruite. Haruka lui a suggéré de trouver un nouvel endroit où rester. À ce moment-là, Yui était également troublé par ce problème car sa propre chambre n'était guère meilleure. Iris lui suggéra timidement de rester temporairement dans sa chambre. Mais avant qu'elle ait pu finir de parler, Tyr s'était déjà approché et lui avait proposé de l'épouser pour qu'il puisse vivre avec elle. Yu n'était pas d'accord car il pensait que c'était trop soudain. Tyr a immédiatement rétorqué qu'elle avait toujours dit qu'elle était la femme de Yu. Tyr devint soudainement triste en pensant que Yu ne voulait pas l'épouser. Yu, impuissant, expliqua à la jeune fille les règles humaines qu'aucun d'eux n'était en âge de se marier. Tyr comprit et revint joyeusement à la normale. Elle embrassa doucement Yu sur la joue pour marquer qu'ils étaient désormais fiancés. Le baiser inattendu de la jeune fille laissa tout le monde stupéfait, Iris ne voulait pas. Elle sursauta, voulant se rapprocher pour embrasser Yuwu, mais Théar serra fermement Yuwu dans ses bras pour l'arrêter. Elle a insisté sur le fait que maintenant, ils l'étaient déjà tous les deux, et que quand ils se marieraient, elle embrasserait Yu sur les lèvres pour le sceller. Iris a immédiatement révélé qu'elle avait déjà embrassé Yu sur les lèvres, laissant la fille étonnée. Se tenir entre les deux filles laissait Yu impuissant. Soudain, Mitsuki s'avança avec colère. Elle déclara que Yu resterait dans la chambre à côté de la sienne, dans l'aile du dortoir, et les questionna également tous les trois, parce qu'ils étaient trop bruyants. Son expression sévère poussa simultanément Iris et Tare à s'excuser. Mitsuki lui tourna froidement le dos pour partir, mais se retourna soudainement et dit froidement que Yu était en fait le plus fautif. Yu fut légèrement surpris en entendant son nom, mais n'eut d'autre choix que de baisser la tête et d'admettre sa faute. Cette nuit-là, dans sa chambre privée, Mitsuki s'est concentré sur la rédaction du rapport sur l'incident. Voyant son attitude froide, Yu réalisa également qu'elle boudait à propos de quelque chose. Soudainement, Mitsuki arrêta de taper, montrant qu'elle voulait avoir une conversation sérieuse avec lui. Elle parla de la raison de l'apparition du monstre à l'académie et de la possibilité qu'il ait été transféré ici depuis ailleurs. Bien qu'une telle chose ne soit jamais arrivée auparavant, Mitsuki fronça les sourcils en mentionnant la balle de Yu qui avait annulé la gravité et propulsé le monstre vers le haut. Yu eut des sueurs froides et dit à contre-cœur qu'il le testait seulement en pensant que cela pourrait avoir un effet. Mitsuki devint légèrement en colère contre son imprudence. Elle fut soudainement troublée par les secrets que Yu lui cachait encore. Yu se souvenait des choses qu'il avait vécues avec ses amis. Il avait besoin de pouvoir et le prix qu'il payait était ses souvenirs. Yu tomba dans ses pensées et ne dit rien de plus, quittait Mitsuki attristé. Yu était sur le point d'expliquer quand Mitsuki l'interrompit soudainement en lui posant des questions sur autre chose. Elle devint légèrement troublée lorsqu'elle posa des questions sur le baiser de Yu et Iris, le faisant se figer un instant. Yu confirma maladroitement qu'il s'agissait d'un baiser de remerciement d'Iris après avoir combattu le monstre plus tôt. Après avoir reçu sa réponse, Mitsuki se tut soudainement. Elle n'en dit pas plus et se prépara à quitter la pièce. Mais en atteignant la porte, elle se retourna soudainement pour rappeler à Yu de ne plus agir ainsi. De manière inattendue, Mitsuki a présenté ses excuses à Yu et à Iris, laissant Yu perplexe. Mitsuki dit avec hésitation qu'il était injuste envers Iris que le premier baiser de Yu ait été avec elle. Ces mots de Mitsuki firent réfléchir Yu car il ne pouvait plus se souvenir de ses souvenirs. Voyant qu'il ne répondait pas, Mitsuki dit précipitamment que ce n'était pas grave car à cette époque, ils étaient tous les deux encore trop jeunes. Elle suggéra que Yu ne devrait pas se soucier du baiser et de la promesse d'il y a longtemps. Yu n'était pas d'accord avec ces paroles et réfuta. Il croyait que ses souvenirs existaient toujours. Mitsuki, cependant, ne voulait pas être lié par des promesses et voulait plutôt s'efforcer seul de combattre les monstres en guise d'expiation. Yu a fermement déclaré qu'il mettrait fin à la guerre et qu'il n'abandonnerait pas son bonheur. Ces paroles ont profondément ému Mitsuki. Elle s'appuya contre Yu et fondit en larmes. Dans un espace indéfini, une fille n'arrêtait pas de réconforter Mitsuki alors qu'elle avait perdu la volonté de se battre. Soudain, tout a changé. La fille nommée Miyako s'est retournée et est partie suite à l'appel de quelqu'un. Les mains enlacées couvraient la jeune fille. Mitsuki paniqua et appela désespérément le nom de son amie. Elle s'est soudainement réveillée du cauchemar qui l'avait toujours tourmentée. Le lendemain, les étudiants se sont rassemblés au café de l'académie.
Tyr s'enquit attentivement et prit soin de tout le monde et s'apprêtait à ajouter du sucre dans la tasse de Yu. Iris s'approcha soudainement, insistant sur le fait que Yu préférait le café noir. Tyr se mit légèrement en colère en expliquant les bienfaits des sucreries. Iris ajouta rapidement du sucre dans la tasse de Yu. Tyr, ne voulant pas céder, laissa tomber un autre morceau de sucre. Iris n'a pas reculé. Tous deux ajoutèrent alternativement du sucre, ce qui exaspéra tout le monde. Lisa, troublée, prit la parole pour les réprimander. Soudain, Lisa a exprimé sa gratitude à Terre pour l'avoir sauvée, ce qui a rendu les larmes momentanément à nouveau joyeuses. Voyant que la situation s'améliorait, Yu parla en félicitant Lisa comme une bonne fille, ce qui surprit Lisa. Elle s'indigna de croire qu'il la taquinait. Yu a expliqué qu'il la complimentait simplement. Il a soudainement continué à faire l'éloge de l'apparence de Lisa, ce qui l'a légèrement embarrassé. Iris et Théar voulaient également être félicités et simultanément faire pression sur Yuwu. Un appel de l'académie a tout interrompu. Lorsque tout le monde fut rassemblé, Haruka annonça immédiatement la nouvelle qu'ils avaient reçue. Un monstre approchait. Ce monstre pourrait tout transformer en pierre et en sel grâce à sa lumière rouge. À en juger par sa direction, il se dirigeait vers l'île en visant directement Tyr. Haruka a averti du danger de ce monstre et a suggéré qu'il se déplace vers une île déserte pour trouver un moyen de le détruire avec l'île. Après la rencontre, Iris et Yuwu se sont promenés le long de la plage. Yuwu craignait que le voyage en bateau ne lui rappelle des souvenirs douloureux, mais Iris sourit brillamment en lui assurant qu'elle allait bien, laissant Yu momentanément abasourdi. Il a félicité Iris pour sa force, car elle le surprenait toujours. Iris semblait pleine de fierté en elle-même. Yu a soudainement dit qu'il voulait en savoir plus sur elle, ce qui a laissé Iris stupéfaite. Yu s'excusa précipitamment pensant qu'elle n'aimait pas ça. Iris rougit croyant qu'il voulait faire sa connaissance. Les deux se regardèrent maladroitement sans en dire plus. Le lendemain, le groupe est parti comme prévu. La directrice regarda le navire partir progressivement et avec une immense tristesse, mais ses émotions furent soudainement interrompues par la barre de fer de Mika. Sur le navire, tout le monde a continué à discuter de son prochain plan. Haruka annonça qu'un élève d'une autre classe les rejoindrait. Haruka a présenté l'étudiant comme ayant des réalisations exceptionnelles. C'était Honoka. Tout le monde ne pouvait s'empêcher de louer avec enthousiasme le bilan de Honoka. Honoka a humblement accepté leurs compliments et a chaleureusement salué tout le monde. À ce moment, Théar se précipita pour annoncer l'apparition d'un dauphin. Iris a rapidement entraîné Honoka avec l'excitation. Yu ne les rejoignit pas, mais retourna dans la cabine. Miyazawa et Firole étaient absorbés par leur propre travail. Tous deux se sentaient étourdis alors que le mal de mer les submergeait. Yu, impuissant, les regardait toujours en train de lire des livres et d'utiliser un ordinateur sur le navire. Yu a saisi le livre de Feral, ce qui l'a mécontenté. Il lui a proposé de le lui rendre une fois qu'elle se serait remise du mal de mer. Miyazawa, sentant le danger, serra étroitement son ordinateur dans ses bras, refusant de le lâcher. Voyant leur mécontentement, Yu les salua rapidement, puis partit les laisser se reposer. Alors qu'il marchait dans le couloir, il entendit soudain Mitsuki et Lisa se disputer. Il était sur le point de s'avancer quand quelqu'un l'éloigna. Mitsuki a insisté sur le fait qu'elle était coupable envers Miyako et que Lisa n'avait pas besoin de lui pardonner. Lisa, insatisfaite, n'arrêtait pas de demander à Mitsuki qu'elle n'avait pas besoin d'assumer la responsabilité en son nom. Yu et Ariella se sont cachés dans un coin, incapables de sortir et d'intervenir car c'était une affaire privée entre eux deux. Lisa, irritée, s'éloigna tandis que Mitsuki continuait de se blâmer et de lui rejeter toute la faute. De retour dans sa chambre, Yu se souvint également de ce qui s'était passé il y a des années. Mitsuki avait accidentellement mis son ami proche en danger. Il pensait que Lisa avait toujours eu du ressentiment contre Mitsuki. Perdu dans ses pensées, Feral s'approcha de lui et lui demanda le retour de son livre. Il lui a posé des questions sur son état actuel. Feral a répondu qu'elle allait bien. Elle lui prit la main et la posa sur son ventre pour vérifier qu'elle avait beaucoup mangé ce jour-là. Cette action surprit Yu et il recula rapidement. Feral regarda froidement sa réaction et continua de réclamer son livre. Yu sentit qu'elle le taquinait et menaça imprudemment de révéler la fin du livre. Firul le poussa avec colère. Elle lui couvrit la bouche avec force pour l'empêcher de le dire. Yu lutta pour retirer sa main, expliquant qu'il n'avait jamais lu le livre. Firul se mit légèrement en colère d'avoir été trompé. Yu lui suggéra avec hésitation de s'éloigner de lui, mais Feral tendit soudain la main et le toucha. Feral voulait rechercher de nouvelles choses sur lesquelles écrire à l'avenir. Elle toucha le cœur de Yuwu et sentit instinctivement son rythme cardiaque s'accélérer. Yuwu a dit que c'était une réaction naturelle face à une belle fille.
Ces paroles stupéfièrent momentanément Feral. Elle pensait qu'il voulait flirter avec elle, mais rétorqua froidement en niant. Au bout d'un moment, Firul avait rassemblé ce qu'elle voulait. Yu a exprimé son souhait d'en savoir plus sur Lisa. Soudain, Firul mentionna ses 3 tailles, ce qui laissa Yu impuissant. Yu voulait poser des questions sur l'affaire entre Mitsuki et Lisa. Il voulait trouver un moyen de concilier les deux. Firul a révélé que Lisa n'en voulait pas à Mitsuki à cause de Miyako, ce qui a étonné Yu. Ce soir-là, Yu invita Mitsuki sur le pont du navire pour parler. Il a exprimé son souhait qu'elle parle de son histoire avec Miyako. Mitsuki a demandé à le retenir pour rassembler le courage de raconter les événements douloureux. Elle a commencé à tout raconter. Il y a de nombreuses années, Mitsuki avait accidentellement aidé Miyako lors d'une grande tempête. Miyako était une fille belle et rayonnante qui a laissé une forte impression sur Mitsuki. Les deux se sont progressivement rapprochés après que Mitsuki ait découvert que Haruka, son idole, était la sœur aînée de Miyako. Miyako avait des résultats académiques exceptionnels et des capacités de contrôle innées qui rendaient parfois Mitsuki envieux, mais la véritable affection de Miyako dissipa ses pensées négatives. Les deux sont devenus si proches que Miyako a toujours donné la priorité à Mitsuki et a parfois commis des erreurs. Une fois, l'académie a diffusé un avertissement d'urgence concernant l'intrusion d'un monstre géant. Les étudiants se précipitèrent en formation de combat. Alors que tout le monde discutait de stratégie, Miyako marmonna soudain, abasourdi, que le monstre l'appelait. Ces paroles ont stupéfié tout le monde. Le sceau du dragon de Miyako brilla soudainement. Le monstre lança ses tentacules vers eux, mais Miyako ne les évita pas. Mitsuki la retint rapidement et esquiva sur le côté. En ouvrant les yeux, Mitsuki fut horrifié de les trouver tous les deux entourés par les tentacules du monstre. Miyako faisait face à tout avec calme. Elle exhorta Mitsuki à partir, puis se dirigea droit vers le monstre. Miyako a été avalée entière par le monstre géant sous les yeux de Mitsuki. Elle s'est transformée en un autre monstre et est apparue devant eux. Mitsuki hurlait d'agonie sans fin. Miyako continuait de réconforter son ami. Mitsuki a tiré son arc et a tiré directement sur le monstre, le blessant. Sa compétence en matière d'antimatière a laissé tout le monde stupéfait et distrait. Elle entendit alors l'ordre d'Haruka lui ordonnant de continuer à attaquer. Mitsuki voulait refuser, parce que cela blesserait Miyako. Haruka, bien que navré, exhorta fermement Mitsuki. Miyako n'arrêtait pas non plus de l'encourager à viser la flèche sur elle-même. Mitsuki a crié de désespoir alors qu'elle faisait du mal à sa plus chère amie de ses propres mains. Après avoir tout entendu, Yu a demandé à Mitsuki si elle voulait le pardon de Lisa. Mitsuki, se culpabilisant toujours, n'a pas osé accepter le pardon. Yu lui a alors suggéré de donner à Lisa la chance de lui pardonner. Il insistait toujours sur le fait que Lisa avait le droit de lui en vouloir d'avoir blessé quelqu'un qu'elle aimait. Yu a invoqué son autorité en tant que frère pour la persuader. Mitsuki accepta à contre-cœur de suivre ses paroles. Le lendemain matin, Lisa s'est approchée pour interroger Yu pour s'être ingérée dans l'affaire entre elle et Mitsuki. Yu a calmement exposé qu'elle n'en voulait pas à Mitsuki, ce qui l'a étonné. En un instant, Lisa réalisa que Feral s'était impliqué dans cette affaire. Elle avait volontairement fait semblant d'en vouloir à Mitsuki afin d'alléger son fardeau de culpabilité. Yu sourit et la félicita soudainement comme une bonne fille et conseilla à Lisa de pardonner à Mitsuki et de se réconcilier avec elle. Lisa essayait toujours d'agir avec arrogance en se retournant et en le laissant derrière elle. Le volcan apparaît peu à peu plein de mystères, marquant le début d'une bataille acharnée. À ce moment-là, à l'intérieur de la base, Loki s'avançait lentement. L'instant suivant, il apparut dans la chambre de Dylan et le salua à propos du Mistletoe. Ensuite, il guida et expliqua rapidement à Loki le sacrifice de ceux qui avaient perdu la vie lors de la précédente mission de collecte de données. À son arrivée, Dylan leva les yeux et s'émerveilla de fierté. La scène s'est déplacée vers le navire où Yu et ses camarades observaient la vaste île couverte de fumée devant eux. Soudain, Tyr saisit fermement la main de Yu et baissa la tête sans parler, obligeant tout le monde à regarder avec curiosité. Comme si elle comprenait son inquiétude, Mitsuki posa calmement la question de savoir s'il devrait combattre le basilic, comme s'il connaissait déjà la réponse. Un peu plus tard, le groupe arriva à destination. En voyant leurs expressions inquiètes, Haruka les réconforta gentiment en leur disant qu'il restait encore environ 3 jours avant la bataille. Peu de temps après, Honoka a été appelée et a immédiatement présenté une pile de documents qu'elle avait préparés présentant l'île volcanique.
Après avoir lu, tout le monde est rapidement devenu beaucoup plus enthousiaste et a discuté à plusieurs reprises des sources chaudes. Voyant tout le monde revenir à un état normal, Haruko fut satisfait et leur rappela les choses à faire avant d'entrer dans la bataille. Le cours s'est terminé lorsque Yu a appelé Honoka et lui a exprimé sa gratitude pour sa prévenance qui avait remonté les larmes et remonté le moral du groupe. En entendant cela, Honoka sourit vivement et répondit comme si c'était naturel. Devant, Iris conduisait tout le monde avec impatience vers la source chaude. La scène s'est déplacée vers Yu, regrettant de ne pas pouvoir aller à la source chaude, quand soudain Feral s'est approché et lui a fait signe. Il s'est avéré qu'elle s'informait de Lisa et Mitsuki. Yu n'a pas nié ce qu'il avait fait. Juste après, Furul a produit un billet pour une journée à la source chaude à la surprise de Yu, comme si elle avait déjà connu son désir. Cependant, Yu était toujours très inquiet de tomber soudainement sur les autres. Mais heureusement, Feral avait déjà prévu cela. Elle le réconforta lentement en lui disant qu'il serait le seul là-bas. La nuit était tombée lorsque Yui se détendait dans la source chaude tout en se sentant reconnaissant envers Feral. Soudain, la voix claire d'Iris résonna partout, le faisant paniquer et trouver une cachette. Il s'est avéré que les autres étaient arrivés à la source chaude et discutaient continuellement joyeusement. Alors qu'ils étaient extrêmement excités, Yu se souvint soudain de l'avertissement de Loki et commença à imaginer le pire des cas s'il était découvert, avant de pouvoir réfléchir davantage. Ariella, Miyazawa et Furul sautèrent successivement dans la source chaude et s'émerveillèrent de la chaleur. Quand ce fut au tour d'Honoka d'entrer, un petit débat éclata entre elle et Ariella sur l'opportunité de retirer ou non la serviette de bain. En un instant, Ariella et les autres persuadèrent Honoka. L'instant suivant, Tyr et Feral mentionnèrent Yu, le laissant extrêmement mécontent de la farce de Feral, ignorant l'embarras et la peur de Yu. Les trois filles, Lisa, Iris et Théar, ont continué à se défier innocemment. Derrière le gros rocher où se cachait Yuwu, vint soudain la voix de Firul, l'étourdissant. Sans hésitation, Yuwu l'interrogea sur la présence de tout le monde. Firul resta nonchalant et répondit que c'était sa récompense. En entendant la réponse peu sincère de Yu, elle s'approcha lentement tandis que son visage devenait de plus en plus paniqué. Comme s'il voulait préserver sa pureté, Yu ne put se retenir et cria fort. Son cri a rapidement attiré l'attention des filles. Heureusement pour Yu, Mitsuki entendit le son du téléphone et revint annoncer de nouvelles informations sur le plan de Nifel pour le lendemain. Le lendemain matin, la silhouette du basilic apparaît sur la mer. Partout où ses pas atterrissaient, le chemin en dessous se transformait en glace. Comme pour affirmer son autorité, le basilic poussa un grand rugissement dans le vaste ciel. De retour sur l'île volcanique, à travers l'écran de télévision, Dylan salua le groupe de Yuo. Immédiatement après, il a commencé à louer leur courage pour avoir vaincu le Kraken, le Léviathan et les Hakaton Shira. Après une pause d'environ 2 secondes, Dylan a déclaré qu'il avait une arme pour faire face au basilic, empêchant Yu de répondre. Dylan a continué en racontant le processus d'enquête sur sa capacité à résister aux intempéries. En entendant cela, le visage de Tio révéla une nette confusion face à ce concept inconnu. Yu réfléchit un instant puis lui expliqua simplement. De l'autre côté de l'écran, Dylan a immédiatement ajouté que l'attaque du basilic pourrait accélérer le temps d'environ 2000 ans. Après une analyse détaillée aux yeux étonnés de tous, il décide de nommer cette technique catastrophe. Haruka, au nom de tous, a posé une question sur l'arme capable de détruire le basilic. Comme s'il avait anticipé sa question depuis longtemps, Dylan expliqua calmement que le temps affecterait presque tout. Mais heureusement, l'alliage le plus solide sur Terre, le mithril, pourrait résister à cela, avec un ton de ferme conviction. Dylan parla précipitamment de leur développement d'une bombe enveloppée dans du mithril pour améliorer la durabilité et la précision afin de réconforter les âmes des camarades tombés aux mains du basilic. Son attitude sévère fit soudain trembler Miyazawa de peur. Cette scène attira l'attention de Yu. Aurelia, assise devant, le remarqua rapidement également et se tourna pour clarifier. Leur apparence enjouée fit curieusement remarquer Dylan. Le visage d'Haruka rougit progressivement d'embarras face à ces paroles. Un peu plus tard, le Mistletoe a été présenté à tout le monde dans le ciel bleu clair, accompagné de Dylan et du personnel d'observation. De retour à la base où Yu et Terre regardaient le coucher du soleil ensemble, elle s'enquit avec inquiétude de sa bataille et de celle des autres. Comme s'il ne voulait pas que Terre s'inquiète davantage, Yu la rassura gentiment en lui disant que tout irait bien. Ensuite, il espérait qu'elle viendrait les encourager pour leur donner plus de motivation pour se battre. En entendant cela, Tyr s'éclaira joyeusement comme s'il était éclairé. Ses yeux brillaient sous la lueur orange du coucher de soleil. La nuit était tombée alors que le Mistletoe s'approchait du basilic et l'opération était sur le point de commencer. Néanmoins,
Dylan a soigneusement discuté du plan de bataille avec le groupe de Yu sur grand écran, analysant chaque situation possible sur la base des données recueillies précédemment. Juste au moment où Dylan finissait de parler, la douce voix de Tyr résonna. Il s'est avéré qu'elle essayait de l'encourager comme elle l'avait promis à Yu plus tôt. Sous le clair de lune argentée, le basilic marchait lentement. Soudain, il leva la tête vers le ciel comme s'il avait découvert quelque chose. Comme prévu, le Mistletoe était juste au-dessus à une distance précise. Dans la salle d'observation, Dylan a ordonné de manière décisive que le Mistletoe soit libéré et, en un instant, il est entré sur le site du basilic. Alors que la distance entre le Mistletoe et le basilic devenait plus courte, il déclencha immédiatement sa frappe météorologique avec le troisième œil sur son dos. En une seule seconde, le Mistletoe a perdu son signal et a été complètement anéanti, laissant Dylan et tout le monde complètement stupéfaits. Il semblait perdre toute force. Son visage s'assombrit car il était incapable de répondre à aucune question du côté de Yu. Dès que la nouvelle est arrivée, les larmes se sont soudainement effondrées au sol de douleur. Il s'est avéré que le sceau du dragon sur son corps a soudainement brillé et s'est réchauffé. Voyant cela, tout le monde s'est précipité pour vérifier son état et l'impuissance de Yu Wu. Le lendemain matin, à bord du navire de commandement amarré au port, Haruka avait contacté le major général Dillon. Il informa que le basilic possédait un troisième œil qui leur était inconnu, raison pour laquelle l'attaque de la nuit précédente avait échoué. Résultat d'un énorme sacrifice, Haruka crut qu'il avait été acculé, donc forcé d'utiliser ce troisième œil. Quoi qu'il en soit, il fallait le détruire pour que le sacrifice des soldats ne soit pas vain. Il s'enquit de Tyr et on lui dit qu'elle se reposait dans la salle médicale. Yu craignait que Dylan n'exige qu'il remette Tyr à Nifel. Mais non, il lui a seulement envoyé des excuses pour avoir déçu la jeune fille. Après s'être déconnecté, Loki s'est demandé pourquoi Dylan n'avait pas ordonné son élimination au moment où le sceau du dragon avait changé de couleur. Après tout, dès le début, c'était Nifel qui avait capturé la jeune fille. Pourtant, Dylan restait silencieux sans répondre. Le crépuscule tomba sur le port. À l'infirmerie, Honoka était assise et veillait sur Tyr, ses yeux tristes fixés sur le sceau dragon clignotant sur la cuisse de Tyr. Elle tendit la main avec l'intention de le toucher lorsque le téléphone sonna l'appelant à une réunion. Dans la salle de conférence, tout le monde a été informé du troisième œil du basilic qui avait une portée d'attaque d'environ 10 km, soit 2 fois la distance habituelle. Si on était frappé par ce rayon d'annihilation, on perdrait des centaines de millions d'années de vie. Cependant, pour les dés comme eux, perdre le nombre d'années de vie n'avait pas d'importance. Ainsi, il s'en tiendrait toujours au plan initial, attaquant sa coque en diamant depuis son angle mort au-delà de sa portée d'attaque. Il fallait frapper vite pour qu'il n'ait pas le temps de réagir. Ils décidèrent d'utiliser l'île comme couverture, se cachant derrière la montagne et attaquant alors qu'elle se trouvait à environ 6 km. Le navire de commandement ferait office d'appât, transportant Tyr vers le nord, le long de l'horizon, plaçant l'île carrément dans son angle mort. Lorsque le basilic modifiait sa trajectoire, le groupe de Yu attaquait simultanément derrière la montagne. La seule exigence était de tirer à travers l'île, car cette opération consommerait une énorme quantité de matière noire. Haruka a divisé tout le monde en paires, une attaquante, une soutenant, en fournissant de l'énergie. Mitsuki ferait équipe avec Ariella, Lisa avec Miyazawa. En entendant cela, Yu devint un peu inquiet, pensant que la blessure de Lisa n'était pas encore complètement guérie. Lisa a assuré qu'elle avait promis à Terre que sa blessure irait mieux lorsque l'opération commencerait. La paire suivante était Feral et Honoka. C'était aussi la première opération de Honoka. Mais comme elle n'avait besoin que d'apporter son soutien, Haruka lui a rappelé de rester calme et de suivre le plan. Le dernier couple était Yu et Iris. Il leur suffisait de se battre pour affronter le Léviathan. Haruka a soigneusement rappelé à tout le monde de ne pas faire preuve de complaisance jusqu'à ce que le basilic soit véritablement détruit. Ils doivent également se méfier s'ils possèdent des capacités cachées qu'ils n'ont pas encore découvertes. Finalement, tout le monde résolut de mettre fin à la bataille avant la distance. Le basilic s'approcha lentement de l'île. Derrière l'île, Yu Wu entraînait sa nouvelle compétence. Il a tiré une balle énergétique, faisant tomber les roches environnantes dans un état d'apesanteur et flotter dans les airs. Mais lorsque la balle a disparu, l'effet a pris fin et les pierres sont tombées. C'était le pouvoir du Léviathan, l'annulation de la gravité. À ce moment-là, il se souvint des paroles du directeur, selon lesquelles il n'était pas le seul à pouvoir reproduire le pouvoir des dragons. Après la mort du Kraken, sa sœur cadette Mitsuki avait acquis la capacité d'antimatière. Bien que rien ne puisse confirmer qu'une telle chose était sûre, cela s'était déjà produit auparavant. Le directeur a conseillé à Yu de ne pas s'inquiéter, il a retrouvé sa détermination et a pensé qu'il pourrait utiliser cette compétence pour sauver tout le monde.
Mais ensuite, le directeur avait soulevé une hypothèse audacieuse selon laquelle tout cela avait volé leur pouvoir aux dragons, que les humains étaient des créatures terrifiantes volant leur force, que Yu était un chasseur, pas une proie, mettant ainsi fin à ses souvenirs. Il fut surpris par le bruit sourd venant de la direction d'Iris. Elle s'entraînait en attaquant des flèches rocheuses lointaines, voyant Iris atteindre sa cible même d'assez loin. Yu n'a pas hésité à la féliciter. Alors les deux se sont assis et ont parlé. Iris a dit qu'elle donnerait tout ce qu'elle pouvait en son pouvoir. Yu a félicité qu'elle a toujours dépassé ses attentes. Ses paroles la firent rougir. Iris se souvenait de ce jour au bord du rivage où il avait dit beaucoup de choses. Parmi eux, Yu voulait la connaître, et elle aussi. Revenant au présent, Yu se demanda si c'était bien qu'Iris lui ait donné son premier baiser en guise de remerciement. Iris a dit que cela ne la dérangeait pas parce que c'était Yu. Juste au moment où Yu s'apprêtait à dire quelque chose, Iris, affaiblie par l'émotion, plaça sa main sur sa bouche, craignant qu'il dise quelque chose qui l'attristerait et affecterait la mission. Et même s'il avait l'intention de dire quelque chose qui la rendrait heureuse, elle ne le permettrait pas, car ils devaient concentrer leur esprit et se battre pour Tyr. Une fois l'entraînement terminé, tout le monde retourna à l'infirmerie pour rendre visite à Tyr avant de se lancer dans la bataille. Lisa a promis qu'elle ne laisserait pas le dragon capturer la jeune fille et espérait qu'elle pourrait essayer de les attendre encore un peu. Chaque semaine, Tyr disait qu'elle attendrait que Yu et tout le monde reviennent. Yu a également promis qu'il vaincra le dragon rouge Basilisk et qu'il reviendrait ensuite vers elle. Alors que Basilisk était encore à 15 km de l'île, ils commencèrent l'opération. Le navire de commandement a immédiatement mis les voiles pendant que le groupe de Yui se cachait tranquillement derrière l'île. Basilisk se dirigeait tout droit, mais sentit soudain quelque chose d'étrange, cligna des yeux plusieurs fois, réaligna sa cible et tourna sa direction vers le vaisseau de commandement. À ce moment-là, sur la montagne de l'île, les assaillants désignés commencèrent à faire appel à leurs armes. Mitsuki a invoqué un arc, Firle a invoqué un livre de sorts, Lisa a invoqué une lance, et Yu a invoqué un grand canon grâce au pouvoir du dragon à 6 têtes Yggdrasil. Lorsque le groupe d'attaque s'est mis en position, le groupe de soutien a commencé son travail. Ariella a transmis de l'énergie à Mitsuki. Onoka à Feral, c'était la première fois qu'elle sentait l'énergie abondante circuler à travers son corps, Miyazawa vers Lisa et Iris vers Yu. À ce moment-là, l'annonce arriva du navire de commandement. Basilisk n'était qu'à 6 km de l'île. Haruka commença le compte à rebours pour cette prétendue opération d'attaque surprise. Le groupe de Yu a essayé d'accumuler autant d'énergie que possible dans l'espoir de réussir. Dès que l'ordre de tirer fut donné, immédiatement, la flèche perçante, le coup de canon surnaturel, l'orbe d'énergie et la lance enflammée éclatèrent, déclenchant leurs attaques. La puissante énergie transperça les couches de roche et de sol, se précipitant directement vers le dragon rouge Basilisk à une vitesse extrême. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, son troisième œil le détectait toujours. Basilisk n'a pas hésité à libérer son rayon de destruction rouge mortel, interceptant la frappe du groupe de Yuya. Le rayon destructeur était si puissant qu'il a complètement avalé leur attaque et a même rebondi, brisant la montagne et les frappant à la place. Tout le monde a paniqué sous le choc, incapable de croire ce résultat. Dans l'infirmerie du vaisseau de commandement, Tyr convulsa de douleur comme s'il avait été électrocuté. Dehors, le rayon destructeur de Basilisk a percé l'île. Personne ne savait si le groupe de Yu allait bien. À ce moment-là, Yu parla gentiment à Iris, lui disant qu'il espérait mieux la connaître un jour. En entendant ces mots sincères, Iris rougit timidement et exprima finalement le sentiment qu'elle gardait en elle depuis si longtemps. Pendant ce temps, Mitsuki affirmait toujours résolument que le péché du meurtre de Miyako était le sien seul et qu'elle devait l'expier. Ensuite, Lisa a réprimandé Mitsuki à plusieurs reprises devant tout le monde. En regardant cela, Tyr aurait souhaité pouvoir faire quelque chose, tandis que Tyr se tordait de douleur, tout le monde à l'extérieur la regardait, inquiet pour elle. Lisa a juré qu'elle ne laisserait jamais les dragons prendre Tyr. Alors que Lisa lançait son attaque depuis l'île, les yeux du dragon rouge rayonnaient d'une puissance qui dominait les attaques de tous les autres. Il a percé de nombreuses couches. À ce moment-là, Yu tira à la hâte une balle qui dévia la trajectoire de ce pouvoir comme une sorte de truc de la physique indienne. Mais heureusement, grâce au halo du protagoniste, cela a fonctionné et le pouvoir a disparu. Voyant à quel point la situation était grave, à l'intérieur de la salle de contrôle, Haruka ordonna rapidement à tout le monde de battre en retraite immédiatement, se déplaçant à l'altitude la plus basse possible.
À ce moment-là, le dragon rouge déclencha une autre frappe sur l'île, transperçant tout avec une immense force destructrice. Après un moment de silence, la salle de contrôle rapporta précipitamment que l'équipe d'attaque était de retour. En entendant cela, Haruka ordonna immédiatement d'augmenter sa vitesse et de quitter la zone immédiatement. Pendant ce temps, tout le monde était toujours rassemblé à l'infirmerie, inquiet pour Tyr. Lisa et les autres étaient tristes car ils ne pouvaient rien faire pour l'aider. À ce moment-là, tout le monde avait fui, peut-être avait-il été vaincu. Dans ce moment calme, Mitsuki se détourna soudainement et partit le premier. En la voyant partir, Yu essaya rapidement de la suivre, mais avant qu'il ne puisse le faire, Haruka l'arrêta. Elle encouragea Yu, disant que c'était grâce à lui que tout le monde pouvait rentrer sain et sauf. Humblement, Yu a répondu que le mérite devrait plutôt appartenir à Honoka. Mais malgré cela, l'opération avait échoué et Nifl ne voulait pas les laisser s'en sortir facilement. À ce moment, Mitsuki était sur le pont et Yu courut pour partager ses pensées avec elle. Mitsuki se reprochait profondément d'être inutile, mais Yu continuait de l'encourager, disant qu'il n'abandonnerait jamais. Puis il lui rappela la promesse qu'elle avait faite à Lisa, et Yu a continué à insister auprès de Mitsuki sur le fait qu'il ne voulait pas qu'elle continue à assumer toutes les responsabilités de cette façon, lui rappelant de ne pas abandonner. En entendant ces mots, elle se sentit un peu plus légère et quelque peu réconfortée. La scène s'est déplacée vers Yu et Mitsuki, revenant sur la bataille entre le dragon rouge et Nifl. Yu évalua que Nifl semblait avoir fait mieux qu'eux, tandis que Mitsuki reconsidérait leur plan initial. Ils avaient utilisé l'horizon et l'île, et même attaqué depuis l'angle mort du dragon. Et même si cela semblait parfait, Mitsuki se demanda pourquoi il était encore capable de les détecter. À ce moment-là, Yu remarqua et réalisa que le dragon rouge n'avait pas utilisé son troisième œil lorsqu'il les attaquait. S'il avait utilisé cet œil, ils auraient fini. Réalisant cela, Yu se rendit immédiatement à la salle de contrôle et demanda à Haruka de contacter Loki Jotunheim de Nifl. Yu a dit d'emblée à Loki qu'il ne voulait pas tuer Tyr et qu'il avait un nouveau plan. Yu espérait maintenant que Loki pourrait persuader Nifl de lui prêter un Mistletoe. Yu pensait que s'ils utilisaient le Mistletoe, ils avaient encore une chance de vaincre le dragon rouge, même si auparavant Mistletoe n'était rien comparé à lui. Voyant la détermination de Yu, Loki décida d'essayer de l'aider cette fois-ci. Après avoir terminé l'appel avec Yu, Loki s'est immédiatement connecté avec le Major Général Dylan. La scène changea à nouveau, Yu appelant tout le monde dans la salle de réunion. Il pensait que la stratégie de Nifl était le moyen le plus utile de combattre le dragon rouge. Et la seule chose qui manquait à Mistletoe était une couche de mithril suffisamment épaisse. Si les dés comme eux complétaient cela avec leur capacité de transmutation de matière, ils pourraient l'utiliser pour achever le dragon rouge. Puis Lisa a donné son avis. Le troisième œil du dragon rouge pouvait même désintégrer le mithril et aucune quantité de mithril ne pouvait y résister, c'est pourquoi Nifl l'avait abandonné. Yu rétorqua que cela ne s'appliquait que s'il pouvait utiliser la catastrophe. Yu expliqua en détail que jusqu'à présent, le dragon rouge avait tiré 2 fois une catastrophe depuis son troisième œil, et à chaque fois, cela nécessitait environ 5 secondes d'activation. En plus de cela, il aurait dû pouvoir l'utiliser contre eux, mais ce n'était pas le cas, ce qui signifiait qu'il devait payer un prix à chaque fois qu'il l'utilisait. Le groupe de Yu ne pouvait générer de matière noire qu'en quantité limitée, et peut-être qu'il en était de même pour le dragon rouge. Il avait utilisé toute sa puissance pour détruire Mistletoe, et dans les 5 secondes qui suivraient, il serait vidé, ce qui signifie qu'il serait impuissant juste après l'attaque, et ce serait à ce moment-là qu'il pourrait le détruire. S'il pouvait fournir suffisamment de mithril pour résister à ces 5 secondes du troisième œil, Mistletoe pourrait atteindre le basilic dragon rouge. Après discussion, tout le monde était d'accord, sauf Honoka, qui restait silencieux. Lors de cette même réunion, elle a décidé de parler avec Yu. Honoka était toujours inquiète à l'idée de détruire le dragon rouge, mais alors qu'elle exprimait son hypothèse, Iris éloigna Yui parce que Lisa et Mitsuki étaient à nouveau en conflit. Mitsuki avait décidé de monter à bord de Mistletoe, mais Lisa refusait fermement de laisser son amie faire une telle chose. Cependant, la détermination de Mitsuki ne pouvait être stoppée. Voyant cela, un par un, leurs amis se portèrent tous volontaires pour prendre la place de Mitsuki, y compris Yu. À ce moment-là, Lisa a proposé une condition dans laquelle elle pourrait pardonner à Mitsuki. Mitsuki doit concevoir une stratégie sans faille, une stratégie qui inclut naturellement la participation de chacun, une stratégie qui satisfasse tout le monde, et plus important encore, une stratégie qui ramène tout le monde sain et sauf. Tard dans la nuit, Mitsuki s'assit sans rien dire sur le pont et une fois de plus,
Yu, toujours un homme prévenant, sortit pour la partager et la réconforter. À cette époque, Mitsuki se souvenait des jours de son enfance où Yu la calmait et était à ses côtés, ce qui l'avait rendue très heureuse. En pensant à cela, elle ouvrit soudain les yeux et le regarda. Les deux sourirent et discutèrent joyeusement ensemble. Puis Mitsuki partit et retourna en courant dans sa chambre, déterminé à élaborer un nouveau plan. Mais à ce moment-là, un nouveau problème surgit, l'infirmerie où se trouvait Tyr fut complètement détruite. Yu pensa immédiatement à l'ombre de Loki. Yu courut précipitamment à la recherche de Tyr et à ce moment-là, il vit Honoka l'emporter. Il se précipita immédiatement pour l'arrêter, mais Honoka agita ses doigts et le força à reculer. Ce geste familier lui fit instantanément réaliser le lien entre Honoka et Kili. L'instant d'après, Honoka s'est transformée en sa vraie forme, Kili, son visage rempli d'intentions meurtrières alors qu'elle souriait à Yu. Maintenant, Yu comprenait enfin qu'elle les avait trompés pendant tout ce temps. Kili a admis que l'ambiance au sein de leur groupe n'était pas mauvaise, même si elle regrettait de devoir retourner sur son chemin solitaire. Yu refusa de laisser Tyr se transformer en basilic et se tenait prêt à combattre Kili pour la protéger. Kili s'est moqué de lui, disant qu'il n'avait que deux choix, soit détruisez le basilic dragon rouge, soit détruisez Tyr. Mais elle s'est offerte une troisième vie de dragon. La vie n'était-elle pas meilleure que la mort? Qu'y a-t-il de pire que de mourir? Mais Yu n'a pas été influencé par de tels mots. Il a fermement déclaré que Tyr avait choisi de vivre comme un humain et qu'il ne la livrerait donc jamais. Les mots manquants, ils s'affrontèrent au combat. Kili invoqua un barrage de cartouches explosives, tandis que Yu invoqua un bouclier. En termes de force de matière noire, Kili était de loin supérieur. Mais Yu ne se souciait pas de savoir si c'était D ou non. Tant que son adversaire était humain, il ne perdrait pas, car il était le Fafnir le plus fort de Loki. Saisissant un éclat de son bouclier brisé, Yu utilisa son jeu de jambes à toute vitesse pour échapper rapidement à la pluie de projectiles et se rapprocher de Kili, la retenant. Kili se demanda pourquoi il ne l'avait pas tué, mais Yu répondit que Tyr avait choisi d'être humain et qu'il voulait savoir ce que Kili choisirait. Avec un sourire calme, elle dit qu'elle était un dragon, mais Yu lui rappela ses propres mots selon lesquels il pouvait décider de ce qu'elle était. Et maintenant, il décida que Kili était aussi humain. Finalement, Kili relâcha Tyr. Avant de partir, elle a averti Yu que Basilisk était un ennemi redoutable, capable de voir l'avenir. Puis, avant de se séparer, elle embrassa légèrement Yu sur la joue, lui disant de se montrer plus fort que Basilisk. Lorsque Mitsuki et Lisa se sont précipités après avoir entendu les explosions, Kili avait déjà disparu. Ils ramenèrent rapidement Tyr à l'infirmerie, où Yu expliqua tout aux autres. Apprenant que Basilisk pouvait voir l'avenir, Mitsuki comprit enfin pourquoi ils avaient échoué auparavant. La scène s'est déplacée vers un avion militaire. Mitsuki revit le plan de bataille. Le point de largage du Misteltein serait à 15 000 mètres et il se déplacerait vers le site de largage à l'aide de l'avion de Nifel. Firal et Mitsuki contrôleraient la trajectoire de Misteltein jusqu'à ce qu'il touche Basilisk. Auriello déploierait plusieurs couches de barrières physiques pour protéger Misteltein et le groupe. Lisa et Miyazawa créeraient un bouclier aérien pour réduire l'onde de choc de l'explosion sur tout le monde, tout en gérant également des développements inattendus tels que la confirmation si la durée de l'attaque du troisième œil restait dans les 5 secondes. S'il attaquait pendant plus de 5 secondes, ils exécuteraient le plan A. S'il attaque une seconde fois, planifiez B. S'il choisit de s'échapper, planifiez C. Quel que soit le plan utilisé, chaque membre était vital. Enfin, le rôle de Yu et Iris dépendrait fortement de la situation. Un par un, le groupe descendit de l'avion sur Misteltein avec une ferme détermination. Cette fois, ils détruiraient le basilic dragon rouge et sauveraient Tyr. Alors que l'opération commençait, Basilisk sembla ressentir quelque chose. Il leva le regard vers le ciel, les yeux clignotants et un grognement grondant dans sa gorge. Sur le vaisseau de commandement, Haruka rapporta que le dragon rouge avait arrêté de bouger, probablement conscient de Misteltein. Le compte à rebours a commencé 3 minutes. À l'infirmerie, Tyr's Dragon Seal brillait alors qu'elle se tordait de douleur, respirant de l'oxygène sur le lit. Au moment où Misteltein atteignit sa position, Haruka donna l'ordre de le libérer. Ils ont commencé à ajuster son altitude. Basilisk n'a montré aucune intention d'esquiver, alors ils ont recalibré la trajectoire de Misteltein. Furul a soigneusement calculé le chemin de descente pour le plan de bataille. Ci-dessous, Basilisk changea de position, se préparant à intercepter Misteltein comme il l'avait fait auparavant.
À 10 000 mètres d'altitude, son troisième œil commença à rassembler de la puissance, puis déclencha son faisceau rouge de catastrophe. Tout le monde commença à décompter la durée de ce mouvement en 5 secondes, et ils avaient bien prédit. Le troisième œil ne pouvait lancer son attaque que pendant 5 secondes. Cependant, Mitsuki ressentit des regrets. S'il avait attaqué alors qu'ils étaient à 5000 mètres, cela aurait été mieux. Elle a demandé à tout le monde de se préparer au deuxième coup du troisième œil. Lisa a analysé que peut-être il avait attaqué tôt juste pour gagner du temps pour sa deuxième frappe. Alors qu'ils discutaient encore, ils avaient déjà atteint 5000 mètres. À cette distance, le basilic pourrait attaquer avec son mouvement catastrophe normal. Bien sûr, la catastrophe n'était pas assez forte pour empêcher le Mistletoe de s'en approcher, il dut donc continuer à utiliser son troisième œil. Mitsuki restait toujours calme, car si le dragon cramoisi attaquait en fonction de l'avenir qu'il voyait et que ses actions pouvaient changer l'avenir, alors ils retourneraient leur propre arme contre lui en changeant leur avenir et en lui infligeant une frappe inattendue. Mistletoe fut brisé par le deuxième coup du troisième œil et le groupe déploya immédiatement le plan B. Dès que la silhouette du groupe de Lisa est apparue, le basilic dragon cramoisi a également vu son propre avenir sombre. Il tourna la tête pour fuir, mais il était trop tard. Lisa lança la lance sacrée, perçant son troisième œil. Le basilic rugit de douleur, grièvement blessé. À ce moment-là, Yu et les autres avaient également atterri au sol. Yu a tiré une balle en apesanteur. Feril a lancé une attaque avec une sphère d'air comprimée. Miyazawa a frappé Mjolnir avec un marteau sur le dragon cramoisi et Iris a utilisé un mouvement explosif pour briser ses dures défenses. Mitsuki et Lisa étaient toutes deux déterminées à ne plus laisser la tragédie de Miyako se reproduire. Enfin, Yu a emprunté le pouvoir des 6 dragons Yggdrasil pour tirer une puissante balle énergétique anti-dragon. Mitsuki a tiré la flèche ultime. Lisa a tiré avec sa lance flamboyante et Ariella ainsi que tous les autres ont également aidé à attaquer. Assiégé à bout portant, le basilic dragon cramoisi ne pouvait plus durer. À la fin, son corps a explosé, une épaisse fumée noire s'échappant. À l'infirmerie, Tears Dragon Seal était revenu à la normale. Yu et tout le monde avaient réussi. Tout le monde était encore en vie. Lisa a loué l'excellent plan de Mitsuki et a décidé de lui pardonner. Lisa courut embrasser Mitsuki et exprima son admiration, fière d'avoir une amie comme elle. Tout le monde accourut pour se serrer dans les bras pour célébrer. Dans une haute tour, Monsieur Dylan reçut le rapport selon lequel le basilic dragon cramoisi avait été anéanti. Dans le bureau personnel de Loki, il sourit de satisfaction. Dans la salle de bain, Kili embrassa la photo de Yu sur une tablette, murmurant qu'il se reverrait. Sur la tour de l'académie Midgar, le directeur a vu le navire victorieux revenir et a dit avec joie qu'il voulait organiser un banquet de célébration. Mais sa secrétaire Maika lui a dit de se retenir puisqu'il restait à reconstruire et réparer l'académie. Après son retour à Midgar, Mitsuki est allé remercier Yu pour ce qu'il avait fait et a également exprimé qu'elle tiendrait la promesse qu'elle avait faite quand ils étaient enfants, qu'elle aimerait toujours son frère plus que quiconque pour toujours. En entendant Mitsuki mentionner des choses du passé, des images fragmentées entre Yu et sa sœur apparurent dans son esprit. Il s'éloigna un instant, puis se rendit à l'endroit promis pour admirer le coucher de soleil avec Iris. Yu a révélé qu'à chaque fois qu'il effectuait un échange avec Yggdrasil, il perdait une partie de sa mémoire. Yu craignait que si un jour il avait besoin d'un pouvoir encore plus grand, il pourrait même oublier Iris. En entendant cela, elle lui a dit de lui raconter les souvenirs qu'il ne voulait jamais oublier et qu'elle s'en souviendrait pour lui. Même si Yu l'oubliait, Iris n'oublierait jamais Yu, car ils seraient toujours ensemble. Le lendemain matin, Mitsuki tira Yu et courut rapidement vers la classe. Ils virent que Théar s'était rétabli et que l'atmosphère de la classe redevenait animée. Notre histoire se termine ici, mais le voyage de Yu et des filles de la classe Brunhilde ne s'arrêtera pas là. Ils se battront les uns pour les autres jusqu'à ce que tous les dragons soient détruits.